Et salutations chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en continue la lecture de l'État nous rend-il meilleur par Ruven Augien. On a fini la dernière fois la question de la morale à l'école. Pour rappel, la deuxième partie de l'État nous rend-il meilleur, c'est voir comment la morale sert les projets idéologiques des conservateurs et les classes dominantes. On a dit qu'elle le fait en justifiant les inégalités économiques et sociales. On a déjà vu comment elle tente de justifier les inégalités économiques, comment elle veut en fait porter la responsabilité de la pauvreté sur les pauvres. On a vu ça surtout dans notre lecture du chapitre précédent. On a vu que les programmes qui veulent réintroduire la morale à l'école cherchent en fait à blâmer les pauvres pour leur situation. Si les pauvres sont pauvres, c'est par leur propre faute en fait. Mais on a vu aussi qu'elle sert des idéologies xénophobes puisqu'elle justifie l'exclusion des minorités religieuses, sexuelles ou ethniques. Il s'agit donc ici des inégalités sociales et le chapitre présent, il continue sur cette voie-là. Il s'agit ici de montrer comment la morale est utilisée pour porter atteinte à la liberté d'émigrer, on verra pour d'autres inégalités sociales dans les chapitres suivants. Et donc le premier truc qui est frappant là-dedans, c'est déjà une contradiction entre les justifications morales des inégalités économiques et la xénophobie envers les migrants. Bon, on dit contradiction, mais c'est surtout de l'hypocrisie. Et ça veut dire quoi? Revenons vite fait sur les justifications des inégalités. On a vu que la justification majeure des conservateurs, c'était basé sur une certaine conception de la morale qui est la morale méritocratique. Pour rappel, les conservateurs font une distinction entre deux types d'inégalités. Celles qui ont pour origine des choix judicieux, le talent naturel, l'effort ou le mérite personnel, et celles qui ont pour origine des circonstances indépendantes des facteurs qu'on vient tout juste de nommer. En gros, il y a des personnes qui sont pauvres en raison de leur choix de vie défectueux, et d'autres qui le deviennent parce qu'elles ont été victimes de pure malchance. Seules les inégalités qui tombent dans la première catégorie sont moralement justifiées. Toute en fait l'idéologie des sociétés démocratiques s'est justement bâtie autour de cette idée. L'abolition des privilèges lors de la Révolution française, c'était pour dire qu'il était injuste que quelqu'un vive dans la pauvreté à cause des privilèges de quelqu'un d'autre. Naître dans une société stratifiée par des privilèges qu'on acquiert juste par le simple fait de naître, c'était vu comme être victime de malchance. La qualité de notre vie dépendait de la fortune et non pas de ce que nous on en faisait, quoi. Et ainsi prôner le mérite, c'est dire que les gens ont maintenant leur destin entre les mains. Et de là, les gens qui sont pauvres à cause de leur choix doivent assumer personnellement les conséquences de leur choix et arrêter de se plaindre et blâmer la société pour leurs problèmes puisqu'elle ne peut plus en être responsable. Il n'y a plus de privilèges qui sont le fruit de la chance et donc tout privilège maintenant est mérité. Voilà en quoi consiste la morale méritocratique. Elle glorifie la responsabilité individuelle, mais de façon fétichiste. Pour les conservateurs, les personnes qui tombent dans la deuxième catégorie, ceux qui sont pauvres par malchance, sont très rares. Et donc la majeure partie des pauvres sont en fait pauvres parce qu'ils prennent les mauvaises décisions, les mauvais choix dans leur vie. Mais au lieu de les assumer ou de faire les efforts nécessaires pour s'en sortir, ils vont jouer les assistés pour que la société les prenne en charge. Donc, il y a une surglorification de la responsabilité personnelle qui va jusqu'à croire que tout dans la vie d'un être humain peut être planifié par cette même personne, de sorte que tous les problèmes matériels peuvent être évités ou corrigés par les choix de cette personne-là. Une personne ne peut jamais être démunie ou impuissante face à sa vie, quoi. Elle peut toujours s'en sortir si elle arrête de chouiner et qu'elle va faire des efforts, quoi. Cependant, si le principe du conservateur, c'est une vision du mérite, alors il ne devrait pas empêcher d'autres personnes de venir chercher une vie meilleure là où il y a des opportunités économiques. Sinon, ils ne peuvent pas appliquer ces principes de mérite. C'est le principe en fait de l'égalitarisme libéral. Dire que tous les humains sont libres et égaux signifie qu'aucun sort ne doit dépendre de privilèges, mais seulement de soi-même. Et ainsi, l'idéal libéral égalitaire est contre en fait les frontières de toute espèce qui empêchent les individus d'être maîtres de leur destin et donc qui empêcheraient les individus de mériter leur destin. C'était le cas des frontières féodales, où le seigneur avait tous les privilèges. Les libéraux les ont abolis, mais aussi cette même logique s'applique aux frontières de genre et des sexes, aux frontières raciales et même religieuses. Il est injuste de priver quelqu'un d'opportunité de mener la vie qu'il veut à cause de son statut social, genre, sexe ou race ou religion. Tu ne peux pas en fait empêcher quelqu'un de travailler ou lui barrer la route pour trouver des opportunités pour bosser et réussir, et ensuite faire l'éloge du mérite et prétendre que si les pauvres sont pauvres, c'est pas par malchance ou parce que quelqu'un les a empêchés d'accéder aux opportunités puisque tu le fais. Cependant, alors qu'on est censé avoir intériorisé cette logique, et qu'on dit toujours là où il y a des frontières politiques, il y a injustice, on ne semble pas l'appliquer pour les frontières nationales.
On est tous d'accord pour dire que c'est pas bien en fait d'empêcher une femme de mener la vie qu'elle veut, mais quand il s'agit des immigrés, apparemment ça devient tolérable. C'est exactement ce que font les conservateurs aux immigrés. Si le conservateur peut appliquer cette logique du mérite, il ne peut l'appliquer qu'aux pauvres qui sont citoyens de son pays, puisqu'ils sont censés vivre dans un pays où la malchance n'existe plus. Mais il ne peut pas l'appliquer aux gens qui viennent dans son pays parce qu'ils viennent pour fuir la malchance qui existe dans leur pays d'origine. Genre dans mon pays, par exemple en Tunisie, les inégalités sont encore clairement le fruit de la malchance. Alors la malchance signifie surtout l'arbitraire. Donc si quelqu'un en fait te barre la route, ok, c'est pas de la malchance dans le sens où personne n'en est responsable, mais ça reste de l'arbitraire. Donc on qualifie ça aussi de malchance. Donc comme ici en fait les inégalités sont issues de la malchance ou de l'oppression arbitraire, les deux c'est la même chose, du coup si je veux aller là où je peux fuir la malchance et prendre en main mon destin, et donc appliquer les principes du mérite, donc aller là où l'inégalité ne peut être que le produit du mérite justement, le conservateur ne devrait pas me barrer la route, puisqu'il se contredirait. Mais c'est exactement ce qu'il fait. Comme dit Ogien, ce sont souvent les mêmes qui, à droite comme à gauche, refusent l'ouverture des frontières et contestent le droit de chacun d'aller s'installer là où les chances d'avoir une vie meilleure sont plus élevées. Ces prises de position restrictives sont en contradiction totale avec les grands principes avancés pour blâmer les assistés. Glorification de l'esprit d'initiative et du désir de s'en sortir, instance sur la responsabilité individuelle dans la situation économique. Donc dans la note 1, Ogien, il mentionne Serge Slama, un texte qu'il a écrit qui s'appelle « Politique d'immigration à laboratoire de la frénésie sécuritaire ». Donc c'est un des chapitres du livre « La frénésie sécuritaire » qu'on a mentionné depuis l'avant-propos comme l'une des œuvres majeures qui donne ses sources à Ogien concernant la maltraitance des étrangers et des minorités. Le chapitre de Slama met en valeur quelque chose d'alarmant. Les politiques de l'immigration cherchent en fait à substituer une immigration économique choisie à une immigration de droits fondamentaux. Alors ça veut dire quoi? Donc normalement, l'immigration est un droit fondamental. Ça on va y revenir, mais là en fait on dit que c'est un droit pour faciliter justement l'esprit d'initiative, pour pouvoir prendre ses responsabilités, etc. Voilà. Si vous voulez en fait fuir la malchance, vous déplacer, aller dans un endroit où la malchance en fait n'existe pas, c'est un droit fondamental. Donc si vous vivez dans un environnement où vous n'avez pas de droit, ça va être compliqué d'avoir l'esprit d'entrepreneur ou d'être responsable de votre vie, etc. Cependant, cette idée de droit suppose qu'il serait injuste d'empêcher quelqu'un d'exercer ce droit de se déplacer pour mettre en pratique son esprit d'initiative, sous prétexte que son esprit à lui ne nous est pas en fait, ne nous fait pas gagner de l'argent contrairement à un autre. En gros, si j'empêche X de migrer, mais je laisse Y parce que l'esprit d'entreprise ou d'initiative de Y me permettra de faire plus de fric, là, il y a clairement une injustice. Mes intérêts économiques ne peuvent pas justifier en fait la violation des droits fondamentaux de X et de l'empêcher en fait de prendre sa vie en main. Okay. C'est ça que Slama veut dire par la substitution d'une immigration économique choisie à une immigration de droits fondamentaux. La France, en fait, cherche à choisir son immigration pour ses intérêts économiques. Elle va précariser l'immigration en réduisant la délivrance des cartes de résident, c'est-à-dire les cartes de 10 ans, au profit des cartes de séjour temporaires, genre des séjours en fait d'1 an, quoi. Et en 3 ans, ce sont près de 76 000 étrangers qui ont été privés de cartes de résident. Donc de 79,5% des 2,23 millions de titres de séjour délivrés en 2003 à 76,1% en 2006. Donc ça devient en fait de plus en plus difficile d'être résident. Et donc ça laisse ainsi juste une minorité qui peut se procurer les cartes de résidence ou d'avoir leur droit d'asile et que même plusieurs en fait perdent leurs droits alors qu'ils sont juste, qu'ils sont déjà sur le territoire et en règle. Parce que selon Slama, il n'y a pas que les irréguliers en fait qui sont visés par ces mesures malgré le discours de on n'en a qu'après les illégaux et les irréguliers. Donc il y a plein de dispositifs qui sont mis en place pour dissuader les populations d'immigrés et ensuite les blâmer pour ne pas avoir l'esprit de machin chose. On verra des exemples plus loin avec d'autres sources que d'Onogien pour ces dispositifs de dissuasion en relation avec les métiers surtout. Mais voilà, d'un côté,
Ça blâme les pauvres pour ne pas avoir d'esprit d'initiative, du désir de s'en sortir ou de prendre ses responsabilités, etc. Et de l'autre, lorsque les immigrés disent qu'on veut travailler, et c'est pour ça en fait qu'on quitte notre pays d'origine, donc lorsque les immigrés arrivent avec cet esprit d'initiative et tout le tralala, on leur barre la route. Plus clairement, Augien il écrit, ceux qui défendent des politiques de contrôle des frontières brutales reprochent aux immigrés de faire ce qu'ils reprochent aux autochtones les plus pauvres de ne pas faire, prendre leur vie en main, aller chercher le travail là où ils se trouvent en dépit des immenses difficultés culturelles et économiques que cela représente. Donc voilà, en fait, les conservateurs français, par exemple, ils reprochent aux pauvres français de ne pas prendre leur vie en main, d'aller chercher du travail en traversant la rue, mais quand c'est les immigrés qui le font en traversant la mer, souvent au péril de leur vie, lorsqu'ils arrivent pour justement prendre leur vie en main et fuir la misère et l'oppression de chez eux, on leur dit non, ça c'est pas bien, il faut rester chez vous, là où vous n'avez pas de travail et où toute en fait la pauvreté n'est qu'une question de malchance. Donc, vous voyez en fait la contradiction. Alors qu'ils disent que les inégalités dont l'origine c'est la malchance ne peuvent pas être justifiées et que seules sont justifiées celles où l'individu est libre de la malchance et tout est entre ses mains, les conservateurs en fait ils prennent des mesures qui empêchent justement les immigrés d'être libres de la malchance et de prendre leur avenir en main, et le pire c'est que les immigrés se font blâmer pour ça. Les conservateurs les stigmatisent comme les pauvres qu'ils estiment qu'ils sont parfaitement capables de s'en sortir tout seuls, puisqu'il n'y a plus de malchance dans les pays démocratiques. Alors que clairement, les immigrés arrivent en France avec l'éthos du conservateur. Ils viennent déjà parce qu'ils ne veulent plus vivre dans des pays où les inégalités est juste le produit de la malchance. Le conservateur, il peut dire que non. Il peut dire que les immigrés qui arrivent chez nous, ils n'ont pas notre éthos. Ils peuvent dire, par exemple, qu'ils viennent pas pour travailler, mais pour toucher les allocs, et que même s'ils veulent vraiment appliquer les valeurs du mérite, ils viennent avec une culture qui est incompatible avec le mérite. Alors bien évidemment, ce sont des objections qui sont complètement fausses, et on y reviendra. Pour l'instant, continuons avec la version présente. L'immigré veut faire ce que le conservateur reproche les pauvres chez lui de ne pas faire, mais il se fait blâmer pour ça. Donc c'est une incohérence majeure dans le traitement des immigrés. Non seulement c'est une incohérence dans la logique des conservateurs, elle conduit aussi à des politiques de l'immigration qui violent tous les droits humains et les libertés individuelles, alors que normalement toutes les politiques de l'immigration doivent être attachées à ces libertés. Ces libertés incluent la liberté de quitter le pays où on est né, la liberté de circuler sans entrave sur une planète qui devrait être un bien commun, la liberté d'aller rejoindre les personnes auxquelles on est attaché, etc. Le fait que les politiques de l'immigration portent atteinte à ces libertés, en empêchant l'immigré de quitter son pays d'origine et d'aller ailleurs sur une planète qui n'appartient à personne, ou de retrouver en fait les membres de sa famille ou de ses amis, ça transforme l'immigré en un indésirable, en quelqu'un dont on ne veut pas, dont l'existence n'est pas tolérée et même ignorée. On en a déjà parlé en fait du cas des indésirables et comment le statut d'indésirable justifie toutes sortes de torts envers la personne, et tout le monde s'en fout en plus. On peut torturer, violer, même abattre un indésirable, ça ne dérangera personne. Donc c'est quelqu'un qui est complètement vulnérable et exposé à toutes sortes de persécutions, d'élimination et de domination. Ce sont les trois mots que la liberté au sens négatif exclut absolument, mais la liberté positive, elle peut facilement tolérer, même justifier. Donc Augien dit, c'est en justifiant une liberté négative qu'on ne peut jamais légitimer le sort qu'on inflige aux immigrés et aux indésirables. C'est de ce sort-là qu'on va parler maintenant. Donc normalement, le sort que les pays démocratiques infligent aux immigrés ne peut pas être arbitraire. Il y a des choses que les États ne peuvent pas faire pour empêcher les immigrés d'arriver chez eux. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On ne peut pas tirer à vue sur ceux qui franchissent illégalement les frontières ou torturer ceux dont le permis de séjour a expiré pour les faire repartir ou les dissuader de revenir. Ce sont des moyens qui sont évidemment trop cruels et disproportionnés et sont en complet antagonisme avec l'idée des droits humains. Cependant, les pays démocratiques, même s'ils ne font pas ça en fait directement, ils ont les moyens de commettre ces actes cruels de manière plus indirecte. Normalement, ce genre de traitement se fait en fait dans des États où le respect des droits humains est presque inexistant, donc les États autoritaires non démocratiques. Mais les États démocratiques peuvent avoir une complicité avec ces États-là. On peut dire que les États non démocratiques font le sale boulot, ils se salissent les mains pour les États démocratiques, et ainsi ces derniers contribuent à la maltraitance des immigrés dans les pays non démocratiques. Ceci permet en fait à des États comme la France de délocaliser
ou sous-traiter la brutalité envers les immigrés. Alors ça veut dire quoi? En fait, comme les pays européens veulent maîtriser les flux migratoires en décidant qui a le droit d'entrer dans le territoire, ils ne veulent pas accueillir les migrants. Du coup, ils vont faire pression sur les États du tiers-monde, dont sont originaires la plupart des immigrants indésirables, pour que ces États du tiers-monde appliquent les mesures les plus coercitives possibles pour empêcher les populations de quitter le territoire. C'est ça en fait la délocalisation et la sous-traitance. Il s'agit d'externaliser la politique d'asile. Les pays européens vont demander une espèce de partage des coûts et des responsabilités dans l'accueil des migrants de la part de leur pays d'origine. Genre la France et l'Italie qui chialent en disant « ce n'est pas juste que c'est moi qui dois en fait prendre en charge tes déchets ». Du coup, là où les réfugiés par exemple demandent une protection de leurs droits, et c'est pour ça en fait qu'ils veulent quitter leur pays, les pays européens ils préfèrent dépenser de la thune pour leur offrir la protection là où ils sont les plus menacés. Ça leur revient en fait moins cher. Et en plus, ça évite de faire entrer des indésirables. Et comme ça, en fait, le sort des migrants est laissé entre les mains des polices des frontières de leur pays. Des pays, en fait, qui n'en ont rien à foutre ouvertement de leurs droits, où la violence policière est en roue libre. Et s'il n'y a pas assez de moyens, t'inquiète, l'Union européenne peut toujours te payer des matraques. Donc, délocaliser les contrôles et l'examen des demandes d'asile aux pays tierces, de façon à ne laisser accéder au territoire européen que ceux qui ont été autorisés et sous-traités aux pays du tiers-monde le contrôle des frontières, ainsi que la responsabilité de l'accueil des demandes d'asile et du traitement de leurs demandes. Donc c'est comme ça en fait qu'ils sont complices. Mais, même pour les mesures que les États démocratiques prennent directement et à l'intérieur de leur territoire, ces mesures, même si c'est pas de la torture ou ouvrir le feu sur les groupes de clandestins, restent quand même cruelles et disproportionnées. Comme dit Augien, si la police des États démocratiques ne peut pas utiliser tous les moyens pour limiter l'immigration, ceux qu'elle se permet d'employer aujourd'hui sont en effet déjà suffisamment cruels, disproportionnés et même barbares. Donc, puisque les États démocratiques ne peuvent pas empêcher les mouvements physiques d'immigration que par la violence physique, mais ça va à l'encontre en fait des principes de droits humains, ils doivent trouver d'autres moyens pour empêcher ou de dissuader les immigrés de venir. Un des moyens, c'est de rendre la présence en fait de certains immigrés perpétuellement illégale. Pour Augien, c'est une peine disproportionnée et exorbitante du droit commun. Parce que même les pires assassins, même leurs actes les plus abjects, ne rendent pas leur présence perpétuellement illégale. Ils peuvent toujours avoir des remises de peine ou voir leurs crimes socialement pardonnés une fois la peine purgée. Par contre, des immigrés qui n'ont rien fait de tout ça, ils peuvent rester dans une illégalité perpétuelle. En d'autres termes, c'est un moyen disproportionné et cruel parce que déjà, on ne le tolère pas pour les pires criminels, alors il est absurde de le tolérer pour un immigré. C'est ici en fait qu'on voit l'incohérence et l'hypocrisie des États soi-disant démocratiques. Ils appliquent en fait sur les immigrés illégaux des mesures qu'ils n'accepteraient pas d'appliquer pour les pires criminels. Donc ici, ça va être un peu la fête de la novlangue et la langue de bois. On va commencer à utiliser des mots précis pour changer la perception de ces traitements. Dans la note 3, Augien il donne l'article de Daniel Lechac, étranger, réfugié et migrant, Hannah Arendt aujourd'hui, sur l'euphémisme du vocabulaire employé pour désigner les expulsions d'étrangers. Pour être précis, en fait, il n'y a que la dernière partie de l'article qui parle des abus de langage, mais l'article en tant que tel veut analyser l'évolution du traitement des immigrés, des migrants, depuis l'analyse d'Hannah Arendt dans l'impérialisme. On en a déjà parlé lorsqu'on a parlé de c'est quoi un indésirable. Arendt voyait en fait une contradiction entre la notion d'État-nation et d'État de droit. Parce qu'en fait, un État de droit est censé protéger les droits des gens indépendamment de leur statut de citoyen. Si vous n'êtes pas un citoyen, on ne peut pas en fait vous oppresser de la même manière qu'un citoyen bénéficie d'une protection contre l'oppression. Or, l'État-nation n'assure pas les droits des non-citoyens. Et bien pire, il les traite de manière abjecte, justifiant ainsi colonisation, antisémitisme, impérialisme, totalitarisme, islamophobie, etc. Pour l'État-nation, tu as des droits seulement si tu es citoyen, alors que les droits sont censés être universels. Alors, est-ce que la situation des immigrés aujourd'hui est la même que dans les analyses de Arendt? Pour Lechac, il y a beaucoup de similitudes. Ce que Arendt disait sur les apatrides, les réfugiés, etc. est encore valable aujourd'hui. Son analyse de l'antagonisme entre droits universels et droits nationaux est toujours d'actualité.
Aujourd'hui, les réfugiés, les migrants, etc. sont toujours des sans-droits, même si on leur reconnaît sur le papier des droits comme le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, ou le droit de ne pas être réduit en esclavage, le droit au respect de la vie privée, droit à la sécurité, à la dignité, à une procédure équitable, aux soins, droit à l'instruction pour les enfants, etc. Sur le papier, ils ont ces droits. Mais dans le traitement que les pays d'accueil leur font subir, quand on voit en fait le sort de ceux qui, chaque jour, mettent leur vie en jeu pour franchir les murs, les fils barbelés ou les océans, on se retrouve enfermés dans des, ils se retrouvent enfermés dans des camps c'est des camps de concentration, hein, et en plus pour des durées indéfinies, où ils sont refoulés vers le pays qu'ils voulaient fuir pour échapper aux persécutions. En fait, on se demande qu'est-ce qu'il faut de plus pour dire que c'est des sans-droits. Mais les pays d'accueil cherchent à employer des mesures restrictives et ils vont en fait tenter plusieurs justifications pour cacher la nature barbare de ces traitements incompatibles avec l'état de droit et la Convention de Genève. La Convention de Genève de 1951, c'est une convention pour veiller à la protection des droits des réfugiés, c'est-à-dire qui craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays. Donc voilà, c'est ça en fait l'article dans la Convention qui parle précisément des droits des immigrés, enfin des réfugiés, pardon. Donc là aussi, on trouve des stratagèmes, comme mentionné par Slama, pour dissuader et limiter les demandes d'asile en raison d'une interprétation restrictive des critères de la Convention de Genève et d'exigences de preuves de plus en plus sévères. En gros, c'est de la délocalisation et de la sous-traitance. C'est essayer de faire porter le fardeau de l'immigration sur les pays non européens, et comme on a vu, les méthodes que les pays non européens utilisent, c'est des coups de matraque dans ta gueule. C'est les mêmes en fait qu'utilisent les pays européens, mais délocalisés ou plutôt invisibilisés. Et c'est là qu'arrivent les emplois des euphémismes pour invisibiliser cette réalité. Si prendre les immigrés par la force et les jeter aux frontières, parfois dans un désert ou dans la mer, c'est clairement de la déportation qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, on va utiliser le terme d'accompagnement ou reconduite aux frontières. C'est un terme qui est plus gentil. On a l'impression qu'on ne fait rien à part raccompagner poliment des invités à la fin d'une soirée arrosée. On n'est pas en train de balancer des gens à une mort certaine, parce que nous, les Européens, on n'est pas des nazis. Si on fait ça à des blancs, alors là oui, c'est horrible, c'est de la déportation. Mais si c'est des immigrés noirs et barbares, là non, c'est une reconduite polie et respectueuse, pacifique même, aux frontières. La France, en fait, n'a pas eu de mal à accueillir les réfugiés de l'Ukraine. Mais quand il s'agit de réfugiés qui ont la peau un petit peu plus foncée, là, c'est des terroristes. Ou si maintenir les populations immigrées dans les camps, dans des camps qui sont mal entretenus pour ne pas qu'ils se mélangent avec le reste de la population, le temps de régulariser en fait leur situation, etc. Ce genre de mesure ressemble vachement à de la ségrégation, mais nous on va dire que c'est une politique d'éloignement. Voilà, comme si les immigrés c'est un peu une maladie contagieuse à maintenir en quarantaine. Alors, le Chak, dans la partie où il parle en fait des euphémismes, dit même que le terme camp, pour parler en fait des camps de détention et d'enfermement des étrangers, c'était un terme que les chercheurs et les militants utilisent pour ne pas utiliser le terme que les politiques voulaient rendre officiel, c'est-à-dire centre. Un centre d'accueil, centre de maintien, centre de rétention ou zone d'attente. Le réfugié, il est juste là, en train d'attendre, voilà, comme toi, qui va rester quelques jours, plutôt quelques minutes dans une salle d'attente du médecin, quoi, parce qu'un centre de détention et un camp de détention, ce n'est pas la même chose. Un centre, on a l'impression que c'est bien, que c'est ordonné, que c'est contrôlé. C'est pas comme un camp qui évoque les camps de concentration et les camps de travail. Ça insinue que le traitement des étrangers qui se fait dans ces lieux est humain, il est respectueux, il est doux. On ne les déshumanise pas, on ne les brutalise pas. Ils ne sont pas exposés à subir des brutalités et des violences ou d'autres formes de traitement dégradants comme privation d'identité par la confiscation, l'utilisation de numéros matricules, le marquage des détenus à l'encre indélébile. Non, nous, les hommes européens blancs, on est civilisés, on ne fait pas ça. Rien à voir avec l'internement des indigènes dans les colonies, les camps où ont été pratiqués en fait successivement,
successivement les réfugiés espagnols, puis les étrangers indésirables, les camps antichambre de la déportation sous Vichy, puis les camps d'internement pendant la guerre d'Algérie. Rien à voir avec tout ça. Bon, le Chak précise aussi que la définition du camp par Arendt diffère certes des camps dans lesquels on enferme les immigrés. Arendt parlait des camps de concentration nazis et les camps de travail soviétiques, les goulags, les camps totalitaires qui ne remplissent en fait la même fonction que les camps de réfugiés ou d'immigrés. Du coup, le Chak dit que même si on veut un terme qui ne tombe pas dans l'euphémisme d'amoindrir en fait la réalité, on ne doit pas non plus tomber dans d'autres extrêmes et utiliser le camp pour rendre synonyme le traitement des immigrés et celui des prisonniers des camps totalitaires. La différence n'est pas juste une question de degré, mais de nature entre les deux camps. Dans un camp de réfugiés ou d'immigrés, les étrangers ont le droit de communiquer avec l'extérieur, ils peuvent bénéficier d'une aide humanitaire et juridique, ils doivent être présentés à un juge au bout de 48 heures et sont obligatoirement libérés après 32 jours si la mesure d'éloignement n'a pas été exécutée. Le truc à part les traitements qui sont certes moins hardcore que les camps totalitaires, c'est leur visibilité relative. On a des moyens de savoir ce qui s'y passe, d'avoir un contact avec les réfugiés. Ça ne se fait pas en fait dans le silence total, contrairement aux camps totalitaires. Mais ces camps-là existent. Et si l'Europe compte de moins en moins d'immigrés dans ces camps plus amoindris et plus humains, c'est parce qu'en fait les autres sont délocalisés dans les pays qui sont pas démocratiques. Ils construisent des camps totalitaires justement, comme la Libye, ou les camps en fait fonctionnant à l'abri de tout regard extérieur et dans en fait l'arbitraire le plus total, quoi. Comme dit le Chak, l'enfermement engendre inéluctablement l'arbitraire et l'inhumanité. Les formes en fait d'enfermement des étrangers sont en train d'évoluer et le type en fait libyen pourrait bien généraliser en fait. Et enfin, si les zones d'atteinte françaises, alors on parle truc libyen parce que encore une fois c'est les données de 2013. Et enfin en fait, si les zones d'attente françaises encadrées par le droit se dépeuplent, c'est parce que la France et ses partenaires encouragent la création d'autres camps qui sont moins civilisés pour retenir les migrants en amont. Et ces camps moins civilisés sont ensuite repris pour démoniser les immigrés, pour les montrer comme des barbares, et qu'il faut donc les distinguer de nous, les citoyens civilisés et tout ça. Donc toutes ces mesures visent à dissuader les migrants d'un côté, et rassurer l'opinion européenne en lui montrant en fait la détermination de l'État à protéger ses citoyens de l'autre. Donc, si les camps européens de réfugiés restent visibles, ils doivent juste l'être pour montrer qu'en Europe, les réfugiés sont traités humainement. Donc, on invisibilise tout traitement inhumain qu'on laisse en fait pour les camps dans des pays d'origine. Comme ça, en fait, notre image est sauvée et on renforce plus l'image que l'autre, en fait, c'est un barbare. Autre information alarmante, c'est que toutes ces mesures selon Ogien servent à remplir des quotas annuels d'expulsion des étrangers en situation irrégulière. Les mecs, en fait, ils sont là, ils se mettent des objectifs d'expulser des gens, comme tu te mets des objectifs de musculation, en fait. Tu vois, genre, tu dis, allez, à la fin de l'année, j'aurai gagné 10 kilos de muscles. Eux, ils se disent, allez, à la fin de l'année, on expulse 10 000 immigrés. Pourquoi ? Parce que va te faire foutre, en fait. Voilà. Parce que, déjà, c'est des gros racistes de merde, en fait, tout simplement. Si tu crois, en fait, que les politiciens qui mettent en place ces mesures ont le moindre truc à foutre de la classe ouvrière, du chômage, de l'inflation, non, ils n'en ont rien à battre. Ils s'en battent les steaks. Leur problème, en fait, dans la vie, leur objectif, c'est de foutre des Renois et des Bougnoules en Afrique. Au bout, en fait, de l'année, dans leur résolution du 31 décembre, ils ont mis en fait un chiffre, comme ça, de manière complètement arbitraire, et ils se sont dit, allez, à la fin de l'année, je veux voir 10 000 miches d'immigrés en catapulte direction le Sahara ou la jungle. Ici aussi, en fait, on retourne à Slama. Les politiques se fixent, juste comme ça, des objectifs chiffrés à atteindre, et mettent la pression sur les préfets, sur les flics, pour les exécuter. C'est-à-dire, en fait, que le flic ne tombe pas sur toi par hasard, et lors d'un contrôle hasardeux des papiers, il trouve que tu n'es pas en situation irrégulière. Non, en fait, il est en mode chasse. C'est-à-dire, en fait, qu'il a des quotas à remplir. À la fin de l'année, il doit expulser genre 200 sans-papiers. Slama donne les chiffres. En 2002, l'objectif chiffré est à 10 000, en 2015, et en 2005, 20 000. Chaque année, ça augmente. 2006, 25 000 expulsions, sans parler des environ 80 000 éloignements effectués, et des 150 000 qui ont été prononcés. Donc, c'est de la chasse aux sans-papiers.
semblable à de la chasse aux sorcières, sans souci des conséquences que ça peut avoir sur les victimes. Ce sont en fait des vies brisées dont il s'agit, des centaines, des dizaines, voire des milliers de vies tourmentées et brisées. Comme dit Ogien, on aurait pu en fait en rire de leurs chiffres et des nombres qu'ils posent en fait comme ça, si ça ne se terminait pas en tragédie pour les immigrés, et qu'on ne tolérait pas en fait pour les pires criminels des mesures comme ça. C'est ça en fait qui est affreux dans ces mesures. Le simple fait de déclarer qu'une personne est irrégulière ou illégale, ça suscite des réactions complètement absurdes de la part des gens. Dire que X est illégal ou irrégulier, on dirait que c'est pire que commettre en fait un meurtre ou violer un enfant, quoi. Le terme illégal change complètement ta perception d'une personne. Tu la considères automatiquement comme dangereuse, mais dangereuse sans limite. Genre c'est un mal absolu, alors que même un assassin, tu ne le considères pas comme ça en fait. Du coup, quand vous avez une population dont vous ne voulez pas, et vous voulez vous en débarrasser, vous faites tout pour la rendre illégale. Vous rendez plus difficile les démarches administratives pour entrer dans le pays. Comme ça, c'est sûr, ils vont être en situation irrégulière et ça facilite la justification de leur sort. Les gens, en fait, se sentent en sécurité avec un assassin qui n'est pas illégal, plutôt qu'avec un type normal en situation irrégulière. Dites que votre voisin est un immigré irrégulier et toute la police va débarquer en quelques instants. Dites que votre voisin est un assassin mais ses papiers sont en règle, là il faut attendre 3 heures pour que le flic se bouge le cul. La peur en fait des immigrés irréguliers est complètement infondée. Même s'il y en a qui disent que mais si ces gens en fait entrent dans le territoire sans papier, on ne pourra pas les identifier et quand ils commettent des crimes, on ne les retrouve pas, il va falloir expliquer pourquoi quand il y a des crimes commis, ceux qui sont commis par des immigrés, déjà la police les retrouve toujours plus vite et beaucoup plus facilement que lorsque c'est des crimes commis par des citoyens avec leurs papiers en règle. Le problème en fait n'est pas de dire qu'un immigré ne peut pas commettre de crimes, le problème c'est en fait les deux poids de mesure. C'est qu'on ne réagit pas de la même manière lorsque c'est un noir ou un arabe qui commet le même crime qu'un français de souche commettent, quoi. Dans le cas de viol ou de harcèlement sexuel par exemple, un noir ou un arabe sont traités différemment qu'un français et sont plus suspectés que les blancs. Quand c'est un Depardieu, on veut l'humaniser le plus possible, mais quand c'est un arabe dans le métro, on le traite de sauvage et d'animal. C'est ça en fait qui fait que c'est une peur irrationnelle. Quand tu commences à te demander quand tu commences à demander de la part d'une population de fournir plus qu'une autre population pour que tu te sentes en sécurité en sa présence, c'est ça en fait qui est suspect. C'est ça la xénophobie. Demander à un noir ou un arabe d'avoir des papiers en règle pour te sentir en sécurité alors qu'envers le blanc tu t'en fous, s'il a des papiers ou pas, ou croire qu'avoir en fait des papiers en règle ou pas doit jouer un rôle dans ton sentiment de sécurité, c'est irrationnel et c'est xénophobe et ça trahit un aveuglement envers la loi. Parce qu'apparemment, cette peur irrationnelle fait que personne ne va se demander pourquoi. Si personne ne questionne la loi, parce que c'est la loi, alors tout ce qui est du domaine de la légalité n'a plus à se justifier. La loi a déclaré que cette personne est illégale, on ne se demande pas pourquoi. Ou alors si vous êtes vraiment mesquin et débile, vous dites qu'il y a forcément une bonne raison. J'en connais des comme ça, qui assument juste que cette personne est dangereuse et on ne va pas plus loin. Bref, ici en fait on voit que la loi est devenue comme un jouet, un instrument de pouvoir pour les classes dominantes d'imposer leur vision du monde au prix de la vie de personnes qui n'ont rien fait. Pour être illégal, il faut juste être dans un pays sans avoir de papier. Vous n'avez causé aucun tort à qui que ce soit, mais le fait que vous n'êtes pas passé par la procédure légale ou officielle fait que maintenant, on peut vous traiter d'une façon qu'on n'accepterait pas pour un assassin ou un violeur. C'est ça en fait qui est dingue dans ces histoires. On a en fait, comme dit Ogien, des personnes qui, faut-il le préciser, n'ont généralement causé de tort à personne et dont le seul crime en réalité est de ne pouvoir satisfaire aux critères de loi administrative qui changent si souvent qu'on peut douter de leur sérieux et de leur valeur éthique. Donc encore une fois, c'est des dingueries de dire que le fait que tu n'as pas des papiers officiels, alors que en fait tu n'es pas une menace et que rien ne peut justifier qu'on te soupçonne d'être une menace plus qu'une personne qui a ses papiers en règle, juste ça, ça légitime toutes sortes de traitements inhumains envers toi. Il dit
Rafle au faciès, interpellation au domicile, arrestation déloyale, opération publique humiliante, interrogatoire qui porte atteinte à l'intimité de la vie privée pour vérifier la sincérité des mariages avec des étrangers, menaces légales pesant sur ceux qui veulent protéger les sans-papiers, à quoi il faut ajouter le placement prolongé dans des centres de rétention administrative sordides, dans une ambiance carcérale d'hommes et de femmes qui vivaient depuis longtemps en France sans nuire à personne, de malades et parfois même d'enfants. Voilà donc en fait la réalité de comment les autorités gèrent les questions d'immigration. Toutes les mesures prises sont cruelles et disproportionnées. Elles sont intolérables pour quiconque commet de vrais crimes, alors il est absurde de les tolérer pour des populations dont le seul crime c'est d'avoir passé les frontières illégalement, ce qui ne devrait pas être un crime d'ailleurs. Comme on l'a vu en fait depuis le début de ce livre, pour Augien, un crime n'est qu'un acte dans lequel il y a une victime. Un crime sans victime, ça ne peut pas être un crime. Traverser la frontière illégalement ne cause aucune victime, il n'est donc pas un crime. Et que les choses soient claires. Si vous dites, ok, c'est inhumain comment on traite les immigrés, mais on ne peut pas les accepter non plus s'ils arrivent de manière illégale, mais on peut juste trouver des moyens vraiment humains de les expulser. C'est non. Premièrement, arriver dans un pays, peu importe les moyens, tant que tu n'as commis de crime, tu n'as pas commis de crime en fait en arrivant, t'as pas à être illégal. Et deuxièmement, même si tu veux maintenir qu'il faut une procédure légale pour arriver, regarde à quel point elle est difficile pour certaines populations et pas pour d'autres. Pourquoi en fait on va demander plus de papiers pour certains et pas pour d'autres? Et comme par hasard, c'est toujours les populations qui n'ont pas les mêmes couleurs de peau ou les mêmes cultures et qui ont subi la colonisation, c'est toujours envers eux c'est toujours eux qui doivent être envers eux qu'on doit être plus exigeant en termes de procédures administratives. Et troisièmement, non, il ne peut jamais y avoir de traitement humain pour expulser quelqu'un qui n'a rien fait de mal. Toute opération de ce genre sera toujours et essentiellement cruelle et disproportionnée. Alors bien évidemment, pour ceux qui défendent la répression des immigrés illégaux, ils ont bien commis un crime. Ou alors, ils diraient que leur répression est nécessaire parce que c'est un mal pour un bien. On doit les réprimer parce que cette répression nous protégera d'un plus grand mal. Donc même si un immigré en arrivant illégalement ne commet de tort à personne, en fait, tu vois, si c'est une masse d'immigrés, même si individuellement aucun n'a fait de mal à personne, une vague d'immigration comme phénomène, elle peut entraîner des conséquences à éviter. Il va sembler que c'est le vrai reproche qu'on fait aux immigrés. Ce n'est pas le droit d'immigrer qu'on interdit, c'est les conséquences d'une vague d'immigration non contrôlée, qu'une vague d'immigration peut provoquer, les conséquences que ça peut provoquer. Personne ne peut dire effectivement que vouloir une vie meilleure, rejoindre sa famille, échapper à la faim ou à une dictature n'est pas un droit. Tout projet qui correspond à un intérêt humain profond et reconnu ne peut ni être considéré comme immoral ou ne pas être considéré comme un droit. Si j'ai un projet que tout le monde considère comme précieux, et tout le monde souhaite en fait le faire, ou comprendrait pourquoi on veut le faire, le fait de m'en priver serait vu comme une atteinte à mon humanité. Tout le monde comprendrait l'importance qu'on accorde, par exemple, à vouloir voir sa famille, à fuir l'oppression ou vouloir une vie meilleure. Ce sont des choses humaines, et donc on ne peut pas en fait interdire à quelqu'un de vouloir ces choses-là, ou tenter de les réaliser, ou les qualifier d'immorales. Ce qui est immoral, c'est précisément de les interdire. Pareil pour le simple fait d'émigrer sans ces raisons pressantes. On peut en fait simplement vouloir changer de pays parce qu'on en a envie, parce qu'en fait on veut découvrir une autre culture. Bref, il n'y a pas besoin en fait de justifier notre envie d'aller vivre à l'étranger comme si en fait notre vie en dépendait. C'est aussi quelque chose qu'on peut comprendre naturellement. Et ainsi, tout État qui interdit l'immigration ou qui la rend matériellement impossible en imposant des taxes des taxes de sortie en fait exorbitantes par exemple, comme il y a eu un projet de loi soumis en Tunisie de faire taxer de 50 000 dinars toute personne qui souhaite aller vivre ou travailler à l'étranger, mais heureusement cette loi n'est pas passée. Ou alors en fait on veut rendre impossible l'immigration en privant les candidats des moyens d'avoir un passeport ou rendre les démarches administratives interminables. Bref, en fait, tout État qui prend de telles mesures est jugé injuste ou non démocratique.
La définition d'un État juste ou injuste, ou non démocratique, c'est juste ça. C'est un État qui ne respecte pas les droits fondamentaux des gens. Voilà. Immigrer est un droit fondamental et reconnu en tant que tel dans les États démocratiques. Il doit donc être respecté. C'est ce qu'avance par exemple Joseph Carens. Je ne suis pas sûr de la prononciation, C-A-R-E-N-S. Donc il est mentionné à la note 6, l'article étranger et citoyen, un plaidoyer en faveur de l'ouverture des frontières. Donc dedans, Carens présente un argument pour une ouverture totale des frontières en critiquant la distinction que font les États entre le citoyen et l'étranger, l'alien, l'autre, quoi. Selon lui, il n'y a absolument aucun argument qui peut justifier qu'on prive quelqu'un de ce droit à l'immigration. Que toutes les valeurs, en fait, qu'on veut mettre en avant pour passer, en fait, le droit d'immigration au second plan, ne sont pas assez fortes pour ça. Il défend donc une primauté totale de ce droit par rapport aux autres notions qu'on essaye souvent de faire passer avant lui. Pour le dire plus brièvement, bref, on admet dans tous les États démocratiques un droit de ne pas être assigné toute sa vie à résidence là où on est né par hasard. Mais si en fait l'immigration est un droit reconnu dans les pays démocratiques, il s'ensuit aussi que ces mêmes pays ont un devoir d'accueillir ceux qui veulent mettre en pratique ce droit. Il serait complètement absurde de dire, en tant qu'État démocratique qui reconnaît ce droit, tu as le droit d'immigrer, mais je n'ai pas le devoir de t'accueillir. Ça, je peux te le dire en tant que citoyen, en parlant de chez moi, depuis ma maison. Tu vois, je peux dire en fait à un immigré, tu as le droit de quitter ton pays, mais je n'ai pas le devoir de t'accueillir dans ma maison. Mais j'ai pas le droit de te dire, je n'ai pas le devoir de t'accueillir dans mon pays. Quand il s'agit en fait d'un État ou d'un pays, le fait en fait de reconnaître le droit d'immigrer, automatiquement, tu dois reconnaître aussi ton devoir d'accueillir. Si jamais en tant qu'État qui se dit en fait démocratique, tu refuses d'accueillir ceux qui voudraient exercer ce droit d'immigrer, faut fournir des arguments dont le caractère démocratique et rationnel serait incontestable. Et Ogien écrit incontestable en italique dans le texte, pour te montrer à quel point il est sérieux. Bref, ce qu'il fait, Ogien, en fait, c'est de mettre il met la charge de la preuve entièrement sur la responsabilité de l'État et de ceux qui veulent que l'État refuse l'accès aux immigrés. Ce n'est donc pas à l'immigré en fait de prouver que son immigration est légale, c'est à l'État de justifier pourquoi il devrait lui interdire l'accès. En l'absence d'arguments, encore une fois, dont on ne peut pas douter de leur validité, genre en fait il suffit juste de douter de la validité de l'argument, c'est-à-dire si l'argument ne respecte pas la procédure démocratique ou n'est pas rationnel, ça y est, c'est game over. C'est injuste de refuser l'entrée au territoire. Alors bien évidemment, la xénophobie et le racisme, qui demandent qu'on refuse d'accueillir les étrangers par pureté ethnique, ne sont pas des arguments qui respectent ces deux exigences. Mais il est très rare aujourd'hui d'entendre des gens, même de l'extrême droite, avouer publiquement ce genre d'arguments. Plutôt, ils vont masquer en fait leur xénophobie par d'autres arguments, comme celui qu'on a mentionné tout à l'heure, les conséquences. Alors, les conséquences sont généralement présentées comme un effondrement culturel, économique ou social dû à une invasion massive. Le genre en fait de vague d'immigration qui peut causer ce genre de conséquences est souvent qualifié d'invasion. Mais est-ce que cet argument respecte les deux critères, c'est-à-dire démocratique et rationnel? Ben non en fait. Et ce pour une raison principale, c'est en contradiction avec les faits. Mais on peut dire que cette contradiction se fait de deux manières. La première, c'est tout simplement de montrer que les mouvements migratoires ne sont pas assez importants pour causer ces effondrements. Quand on regarde leur ampleur réelle, ils sont loin d'atteindre une invasion aussi énorme qu'elle aboutirait à un effondrement tellement craint par les conservateurs. Un effondrement culturel et économique, même historiquement, c'est rarement fait par des invasions d'immigration. Le terme invasion serait plus approprié pour de vraies invasions, pour des guerres ou pour des pillages, quoi. Pour des mouvements de gens qui cherchent juste un travail, voir en fait leur famille ou juste changer de pays, le terme ne s'applique pas du tout en fait. D'ailleurs, il semble que le choix en fait de ce terme, c'est juste pour changer la perception des gens sur les immigrés. On appelle ça une invasion pour les associer à des barbares qui viennent piller vos richesses et violer vos femmes, quoi. Alors, les effondrements,
ne se font pas parce qu'il y a des vagues d'immigration. Okay, et même si ces vagues ont joué un rôle, ça ne peut se faire que si un grand nombre de générations, en fait sur un grand nombre de générations déjà, et on ne peut rien prédire sur ça. On ne va pas empêcher en fait des gens d'immigrer au nom d'un scénario apocalyptique très hypothétique qu'aucune étude empirique ne peut soutenir. Et oui, le grand remplacement, ça fait partie de ces scénarios. Pour qu'il y ait en fait des mouvements tellement massifs qu'ils vont causer un effondrement, ça relève de la science-fiction. La deuxième façon en fait de pointer cette incohérence, c'est si cette thèse, à la moindre cohérence déjà, elle doit en fait expliquer comment les immigrés continueront à venir massivement alors que leur mouvement va causer l'effondrement des systèmes de liberté, de prospérité et de protection sociale quand on les accuse précisément de venir chercher si avidement. C'est ce que trouve bizarre, par exemple, Christian Nadeau, dans son article « Républicanisme, immigration et design institutionnel ». On a déjà mentionné cet article au chapitre 5. C'est l'article qui présentait les 5 arguments souvent donnés contre l'ouverture totale des frontières et que Nadeau rejette. Ici, c'est en relation avec les 2 premiers arguments qui disent qu'une ouverture totale des frontières va inciter beaucoup de migrants à venir et on n'a pas les capacités pour les accueillir et du coup, ça va causer un effondrement économique et culturel. Nadeau ici, il va discuter la position de Michael Walzer, auquel on va revenir, mais c'est en fait ça l'idée. L'immigré arriverait parce qu'en fait, il veut la sécu, il veut les allocs, il ne vient pas pour travailler, mais pour vivre dans son paradis à lui, selon ses intérêts personnels, qui sont j'ai de l'argent facile et je voile mes femmes, quoi. Donc il est paresseux, oppresseur et parasitaire, bête, moche et méchant. Et en plus, le système de sécurité sociale ne peut pas tous les supporter. Si on a trop, alors tout va dégénérer. On va perdre nos acquis sociaux, notre culture, notre économie, notre liberté, etc. Mais Nadeau, il dit que c'est bizarre comme argument. Ça dit qu'il y a en fait une nécessité de préserver ces biens, et donc on pourrait raisonnablement opposer aux candidats à l'immigration l'entrée au territoire, parce que leur présence menace ces biens. Mais on voit mal pourquoi un immigré pourrait vouloir un scénario dans lequel l'arrivée de lui-même et de ses congénères perturberait ses propres chances d'accéder à une vie meilleure qui constituait la motivation première de son projet migratoire. Si c'est vrai, l'immigrant ne viendra pas, puisque le fait d'y aller signifie qu'il ne pourra pas bénéficier de ses avantages. S'il y va, c'est parce qu'il cherche ces avantages-là. Mais si sa présence va les faire disparaître, il ne viendra pas. Donc là, la thèse dit que les immigrés viennent en masse pour profiter de la sécurité sociale, pour avoir les allocs et se la couler douce, en profitant de l'argent et l'effort du contribuable, des Nicolas. Donc on y vient, les immigrés ne viennent pas pour travailler, mais pour vivre au crochet des honnêtes travailleurs, des Nicolas et tout ça. Et en venant en masse, ils risquent de causer l'effondrement économique, puisqu'ils consomment sans rien produire à nos frais et mettent en danger nos libertés, etc. C'est la fameuse crainte de l'islamisation de l'Europe ou ce genre de conneries. Donc, pour contrer ce narratif, il suffit juste de montrer que les vagues d'immigration les plus importantes ne se font pas vers les pays les plus généreux en matière de sécurité sociale, mais déjà vers les moins généreux. Si c'est vrai que les immigrés veulent se la couler douce en vivant des allocs, ils doivent aller vers des pays où c'est facile d'obtenir des allocs. Mais dans la note 8 de bas de page, Augien, il mentionne un interview publié dans le journal Le Monde le 24 mars 2012. C'est un interview avec François Héran, démographe et chercheur à l'Institut national des études démographiques, donc l'INED. Et l'interview, il s'appelle « Aucun critère objectif ne définit le seuil de trop d'étrangers ». Et en fait, il dénonce 3 choses dans cet article. Le mythe de l'islamisation, dans cette interview, le mythe de l'islamisation, et on va y revenir à ça aussi, le fait qu'il y aurait trop d'immigrés, ça aussi on va y revenir, et enfin, l'idée que les immigrés arrivent pour profiter des allocs. C'est de ça dont on va parler là maintenant tout de suite. Héran, en fait, il affirme, contre plusieurs affirmations de Nicolas Sarkozy par exemple, que les pays où les immigrés se sont les plus rendus dans les dernières décennies, c'est l'Espagne et les États-Unis. 2 pays très connus pour leur générosité en termes de protection sociale, bien sûr. Aussi, en fait, les accusations des immigrés qui viennent pour se la couler douce présupposent une injustice et un fait, et les deux sont reliés.
Le fait, c'est qu'il est très facile en fait d'avoir des allocs, que n'importe qui en fait qui les demande peut les avoir. Et l'injustice résulte d'un autre fait, qui est que les étrangers peuvent facilement en avoir des allocs, comparé aux Français. Et qu'en plus, un étranger reçoit facilement des revenus supérieurs que les Français qui demandent des aides. C'est Sarko, en fait, qui a fait cette comparaison entre une épouse d'agriculteur et un immigré venu en France à 60 ans. Selon Sarko, l'épouse touche une pension de réversion plus faible que le minimum vieillesse que touche l'immigré. Donc Sarko présente l'immigré, un vieux de 60 ans qui arrive en France, juste pour toucher le minimum vieillesse sans avoir à contribuer à quoi que ce soit pour la France, alors que la veuve d'un agriculteur est complètement délaissée à son sort à cause de ce parasite. Alors, c'est complètement faux, on ne touche pas l'allocation de vieillesse à 60 ans, mais à 65 ans déjà. Il faut aussi avoir vécu 10 ans sur le territoire pour l'obtenir, et que c'est un minimum vital qui ne peut pas dépasser les revenus d'une veuve d'agriculteur. Donc jusqu'ici, il semble qu'on n'a pas de raison en fait d'interdire aux immigrés de venir. Toute utilisation des statistiques pour justifier le contraire est une manipulation fallacieuse des chiffres. Et ainsi, les conséquences craintes par les conservateurs sont soit complètement déconnectées des faits réels, soit très hypothétiques, tellement hypothétiques qu'on ne peut pas les prédire ni les vérifier. Il serait donc absurde de faire courir des risques à des populations qu'on n'accepterait pas pour les pires criminels au nom de conséquences qu'on ne peut pas vérifier. Mais alors, pourquoi est-ce que les politiques continuent de diffuser ces discours? Pourquoi continuent-ils avec leur quota de vouloir limiter l'immigration? Eh bien pour Eugien, c'est comme pour la morale à l'école, c'est pour flatter un électorat et esquiver les vrais problèmes de la société. Il s'agit de donner un bouc émissaire, surtout à cette partie de l'électorat le plus irrationnellement hostile aux étrangers, et pourquoi, en fait, tous les problèmes de la société seraient réglés par une baguette magique une fois les immigrés dehors. Donc si la seule chose en fait qu'on reproche aux immigrés, c'est de contribuer à un effondrement hypothétique, mais si en fait ceci s'avère être une chimère, ben on ne peut pas en fait les restreindre. Leur seul vrai crime, c'est juste en fait de contrevenir à des lois administratives. Ils ne sont pas passés par le protocole officiel et c'est tout, rien d'autre. Mais comme on a vu, si ces lois administratives sont politiquement et moralement douteuses, et surtout que en fait, ne pas les respecter ne causera de tort à personne, ces lois sont obsolètes et n'ont pas de raison d'être en fait. Du coup, on n'est pas obligé de voir l'immigration clandestine comme une infraction gravissime qui mérite d'être sanctionnée d'une façon aussi brutale. Eugien dit, imagine en fait qu'on traiterait de manière similaire les gens qui ne payent pas leur redevance télé ou leur amende pour un stationnement interdit. Si on mettait en place un système de traque qui soit aussi en fait qui soit aussi violent et brutal que ceux qu'on impose aux immigrés, hein, j'allais dire qui violent en fait tes droits et tout ça, bah on est d'accord en fait ça va être complètement fou. Et pourtant c'est ce qu'on fait subir aux immigrés. Comme dit Eugien, il faudrait prouver que la résidence illégale d'une personne qui travaille, qui paye ses impôts, envoie ses enfants à l'école et ne nuit à personne est un crime infiniment plus gravissime que la fraude à la redevance télé pour que la comparaison ne tienne pas. Il n'est pas sûr qu'on pourrait y arriver. Et un dernier point, il rajoute que l'expulsion des immigrés qui ont vécu en fait un certain temps sur les territoires, mais leur carte de séjour a expiré, c'est un acte ou une punition barbare. Barbare ici, c'est dans le sens de correspondre à des pratiques indignes de société qui se dit moderne et qui regardent en fait leurs habitants comme des citoyens. Le fait d'expulser en fait des immigrés, c'est des pratiques du Moyen-Âge, des pratiques obsolètes qui n'ont plus rien à faire au XXIe siècle. Le simple fait qu'une personne n'est pas un citoyen ne justifie pas son expulsion. Si le conservateur veut prétendre que l'expulsion n'est pas barbare parce qu'elle s'applique à un non-citoyen, ben il n'a rien compris à la modernité. Si on a inventé le concept de citoyen, ce n'est pas en fait pour protéger certaines personnes de certaines pratiques et pas d'autres. Ce n'est pas en fait un concept qui a été inventé pour légitimer ces actes envers ceux qui ne bénéficient pas de ce statut, mais pour arrêter toute pratique barbare à s'appliquer sur tout le monde, citoyen ou pas.
Barbare parce que le bannissement, l'ostracisme, l'expulsion sont des peines d'un autre âge, antique ou médiéval, qu'on a cessé d'appliquer aux citoyens des sociétés démocratiques modernes. Le fait que dans ces sociétés, cette peine ne s'applique plus désormais qu'aux non-citoyens ne suffit pas à lui ôter son caractère barbare. On a donc bel et bien affaire à une politique raciste. Augien mentionne un rapport du comité interministériel du contrôle de l'immigration qui montre le racisme de ces politiques d'immigration. Ce rapport renseigne sur l'état des entrées sur le territoire français au titre de la loi de juillet 2006. Alors la loi de juillet 2006 était une loi qui devait faciliter l'emploi d'étrangers venus d'Europe de l'Est dans les secteurs où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ce qui va en fait en sortir de ce rapport, c'est les deux poids de mesure dans le traitement de ces étrangers européens et des étrangers non européens par rapport au métier. Pour rappel, la position de l'État, pour ne pas paraître comme une atteinte au droit fondamental d'immigrer, c'est qu'on accepte tout le monde tant que cette personne vienne pour travailler. Que la personne arrive pour être ingénieur ou livreur de pizza, ça change rien. Peu importe la qualification des métiers, tant qu'on a un métier, tant qu'on paye des impôts, on est bon. Mais les chiffres semblent indiquer le contraire concernant la volonté de l'État, qui ne cherche pas à augmenter l'immigration de travail, mais plutôt stopper l'immigration non européenne surtout. Voyons donc les chiffres. En 2006, on ne compte que 1304 étrangers venus d'Europe de l'Est en France en tout. Comme remarque Augien, de façon cynique, le plombier polonais n'est pas pressé d'aller en France. En 2007, il y a une forte hausse. On attendait 6000 travailleurs européens de l'Est. Donc rien qui va faire une invasion qui peut provoquer un effondrement. Alors si on attend 6000 travailleurs, c'est qu'on a des postes pour eux, qui correspondent à leurs compétences. Du coup, on s'attend à trouver une variété de postes qui vont des emplois peu qualifiés à des emplois très qualifiés. Et c'est ce qu'on trouve. La liste des métiers ouvertes aux ressortissants inclut des métiers qualifiés comme juriste financier ou contrôleur de navigation aérienne et des métiers peu qualifiés comme employé de ménage ou laveur de vitres. Voilà, ça c'est la liste de métiers que la France a proposée aux étrangers de l'Europe de l'Est. Par contre, dans le même rapport, la liste des métiers qu'elle propose aux étrangers non européens n'inclut que des métiers très qualifiés. Elle comprend essentiellement une trentaine de métiers comme géomètre, inspecteur de mise en conformité, dessinateur en électronique et presque aucun emploi peu qualifié comme serveur ou ouvrier du bâtiment. Et ça, c'était très suspect. Pourquoi lorsque des pays européens, tu n'exiges pas que des personnes pour les postes très qualifiés, genre pour la Pologne ou la Hongrie, tu acceptes un plombier même si lui il n'en veut pas. Mais de la part d'un pays non européen, on est d'accord, par non européen, c'est pas les États-Unis ou le Canada ou l'Australie qu'on vise, mais c'est les pays d'Afrique ou d'Asie. Donc, de la part de la Tunisie ou du Nigeria, tu réclames que des ingénieurs. Ça ressemble un peu à du racisme. On dirait en fait qu'il y a quand même un préjugé ou deux sur le rebeu et sur le renois. Genre, il y a énormément d'emplois peu qualifiés en France, et les populations non européennes demandent majoritairement ces emplois-là. Mais la France refuse de le leur donner et préfère les laisser à des ouvriers européens. Momo, lui, il peut nettoyer tes vitres ou servir des cocktails, mais non. Par contre, Armin de la Pologne, qui a les mêmes compétences et qualifications que Momo, lui, tu lui donnes le poste sans problème, alors que déjà, lui, il n'en veut pas. C'est-à-dire, en fait, que là, la France voit qu'il y a une demande pour venir travailler, mais vu que la demande provient majoritairement d'un pays d'Arabes et de Noirs, elle préfère tourner ses offres vers un pays majoritairement blanc, alors que ce pays, en fait, n'a pas demandé ces postes-là. Comment tu peux dire que tu veux augmenter l'immigration du travail en autorisant ceux qui n'ont aucune envie de venir en France à y participer, à y pratiquer en fait tous les métiers, mais en interdisant à ceux qui voudraient venir y travailler, travailler les seuls métiers qu'ils pourraient pratiquer. Genre, pourquoi ? Parce que tu es raciste en fait. C'est pour ça. Lorsque tu te mets à choisir tes immigrés, il n'y a rien qui peut t'aider à éviter qu'on t'appelle raciste. En dressant ces listes de métiers ouverts ou fermés, l'objectif serait de choisir ces immigrés, non pas selon les critères des besoins de main-d'œuvre, mais selon ceux de la couleur, de l'origine ethnique ou de la religion, sans s'exposer à l'accusation de racisme.
Donc c'est clair, c'est juste pour des raisons racistes et xénophobes, toujours en fait avec des efforts pour camoufler ces raisons, hein, parce que l'État sait qu'elles sont inavouables. Mais il peut tenter autant qu'il veut. Il ne peut pas cacher indéfiniment ses incohérences dans la politique de l'immigration de travail et de brutalité dans celle de l'immigration familiale. Un exemple de ces incohérences et des doubles standards, c'est lorsqu'on compare la migration externe, c'est-à-dire en fait quelqu'un d'un autre pays étranger qui veut s'installer en France. Et il y a la migration interne, c'est-à-dire quelqu'un qui part d'un département pour s'installer dans un autre département. Si un Alsacien qui qui quitte en fait l'Alsace pour s'installer où il veut en France, hein, à Paris ou à Bordeaux, mais on lui refuserait parce qu'il n'a pas en fait de logement ou d'emploi à Bordeaux, ben on est d'accord, ça serait injuste. Un Français peut aller s'installer dans la région de son choix, hein, il peut voyager à travers les régions, même s'il est SDF ou même s'il est au chômage, et ça serait barbare aussi de le renvoyer en Alsace parce qu'il aurait commis un crime ou une infraction. C'est ça aussi quand je disais qu'on demande plus à l'immigré qu'on en demande de la part d'un Français. L'immigré, lui, il doit fournir des documents pour s'installer en France alors qu'on ne le demande pas de la part d'un Français. Personne en fait ne demande à l'Alsacien les raisons de son déplacement et son mouvement ne dépend pas en fait de sa situation de l'emploi ou de logement. Lorsque les frontières sont régionales, on ne demande pas ses justifications, mais tout d'un coup, parce qu'elles sont nationales, et encore une fois, hein, ça dépend des frontières nationales de qui, là, on en demande. Donc, Augien dit qu'on n'a pas de raison pour traiter en fait les deux immigrations de façon différente. Il conclut, il serait peut-être temps de commencer à penser l'immigration externe sur le modèle de l'immigration interne sous le même régime de liberté. Ça d'ailleurs, c'était l'argument de Carens. La liberté de migration a toujours la primauté si on autorise en fait la migration interne. Comme il dit, aucun État libéral ne restreint la mobilité interne et nous reprochons aux États qui le font de ne pas respecter les libertés fondamentales. Même si cette restriction vient d'une volonté locale, de Bordeaux qui ne veut pas accueillir les Alsaciens, l'État ne peut pas l'autoriser. Donc, si la liberté de mouvement à l'intérieur d'un État est si importante qu'elle l'emporte sur les revendications de communautés politiques locales, quelle raison pouvons-nous avoir de restreindre la liberté de mouvement entre les États? Alors jusqu'ici, dans ce chapitre, on a présenté la réticence à l'ouverture des frontières, au droit d'immigrer et à la libre circulation comme un projet de droite. Il est clair que c'est surtout la droite, c'est de droite en fait qu'on entend la promotion d'un contrôle de plus en plus strict de l'immigration. Mais comme le précise Augien, les choses sont en réalité moins homogènes que ça. Vous trouverez facilement des gens contre un contrôle strict des frontières à droite, et vous pouvez aussi trouver beaucoup de personnes contre la libre circulation des personnes à gauche. Commençons par ces derniers. Dans la note 11, Augien mentionne Arash Abizadeh, je ne suis pas sûr de la prononciation, mais en tout cas c'est un article qui s'appelle Liberal Egalitarian Arguments for Closed Borders, Some Preliminary Critical Reflections. Donc c'est un article qui donne 5 positions pour exclure les immigrés tout en se basant sur un égalitarisme libéral. Ces arguments sont pratiquement en fait les mêmes donnés par Nadeau, hein, mais on va les revoir vite fait. Voilà. Donc leur thèse principale, c'est que pour la survie des institutions égalitaires et libérales au long terme, il faut un contrôle de l'immigration et une maîtrise des flux migratoires, même si ça va contre les principes libéraux. C'est un mal pour un bien. C'est la même thèse que tout à l'heure. Si on ouvre les frontières, tout le monde voudra venir et ça conduirait à l'effondrement de nos institutions qui nous garantissaient l'égalité et la liberté. Donc, pour la liberté et l'égalité du plus grand nombre, on accepte de priver certains de ces biens. Il justifie ça avec le fait qu'on vit dans un monde qui n'est pas idéal. On doit se confronter au réel, qui nous impose des circonstances qu'on doit faire avec, quoi. Les circonstances, c'est par exemple les capacités d'accueil. Arguments 1 et 2 sont très proches, étant donné les niveaux actuels d'inégalité économique mondiale. Si les régimes démocratiques libéraux industrialisés ouvraient leurs frontières, le volume même des niveaux d'immigration pourrait submerger la capacité de la société à faire face, entraînant le chaos et un effondrement de l'ordre public. Et ils verront arriver un si grand nombre d'immigrants pauvres que leur économie s'effondrerait. Arguments 3 et 4, c'est concernant les cultures et les valeurs politiques des immigrants.
Des frontières ouvertes pourraient entraîner l'entrée d'immigrants qui sont si culturellement différents des citoyens actuels qu'il est impossible, en fait, enfin les citoyens locaux quoi, qu'il est impossible de faire leur intégration socio-politique ou ont des intentions politiques subversives ou une vision fondamentalement antilibérale et menacerait la survie des institutions démocratiques libérales nationales. Quelqu'un comme Will Kymlicka est un partisan de l'argument 3. Il faut un minimum d'homogénéité culturelle nationale pour qu'un pays fonctionne. Donc si l'immigration menace cette homogénéité, il faut la bloquer. Et l'argument 5, même si les institutions démocratiques libérales et les économies industrielles des pays survivent, leur capacité à maintenir un état-providence, de quelque nature que ce soit, pourrait soit s'effondrer complètement, soit du moins compromettre la capacité de l'État à remplir des responsabilités spéciales présumées envers ses propres citoyens actuels ou résidents. Alors, aucun de ces arguments n'est valide selon Abizadeh, je ne suis pas sûr de la prononciation, encore une fois, désolé. Pour les critiques, en fait, pour les critiquer, il faut les comprendre. Ils reposent tous sur une prémisse empirique. L'ouverture des frontières conduit à un résultat qu'on peut observer et une conclusion normative, il faut restreindre l'immigration si la prémisse empirique est vraie. Mais avant, je précise que la position d'Abizadeh n'est pas en faveur d'une ouverture des frontières, mais que tous les arguments présentés ici justifient des mesures trop excessives par rapport à ce qu'elles défendent, quoi. Genre l'État te dit qu'on ne peut pas accueillir plus de 10 000 migrants, sinon nos institutions vont s'écrouler, alors qu'en réalité, pour un écroulement institutionnel, il faudrait des centaines il faudrait des centaines en fait des arrivées par millions pour qu'on s'inquiète d'un effondrement. Donc maintenant on peut voir les problèmes. Alors le problème, c'est que la prémisse empirique, déjà elle est fausse. Et que même si elle est vraie, elle ne justifie pas la conclusion normative. Pour les arguments 1, 2 et 5, qu'on verra plus loin, la prémisse empirique est fausse. Les immigrés contribuent plus à la sécu qu'aux dépenses en fait. Et ils ne causeront pas une paupérisation de la société et ne submergeront pas les institutions. Du moins, en fait, s'ils le font, c'est plus de la faute de pouvoirs politiques à cause, en fait, des coupures budgétaires dans les services publics, etc. Ce que, en fait, les conservateurs sont tout le temps en train de prôner, quoi. C'est comme, en fait, fermer des lits pendant des pandémies, et ensuite dire il y a quand même beaucoup trop de malades qui veulent entrer dans nos hôpitaux, on n'a pas en fait tous les moyens, on ne peut pas les prendre tous en charge et les soigner. Voilà. Alors l'argument 5 dit, à part les craintes de ne plus avoir de sécu, l'État a une responsabilité spéciale envers ses citoyens avant les étrangers. Ça aussi, on va voir plus loin que c'est faux, que la responsabilité envers le citoyen n'est jamais sacrifiée pour le non-citoyen, quoi. Mais on va pas en fait voir la réponse d'Abizadeh contre cet argument parce qu'en fait honnêtement elle est trop longue, Donc on va faire un très très court résumé. L'argument 4 concernant l'extrémisme et les idées antilibérales, c'est con aussi parce que on a moins obligé tous les immigrants. Parce qu'en fait, à moins en fait, d'obliger tous les immigrants à des tests très étranges et éthiquement suspects, comment savoir lequel est antilibéral et lequel ne l'est pas? Voilà, ça va probablement mener à mettre dans le même lot des personnes dangereuses avec des personnes qui n'ont rien demandé. Tu veux trouver en fait les 3 mauvaises pommes, mais tu risques en fait de faire passer 30 personnes innocentes dans le moule, quoi. C'est toujours en fait l'excuse pour justifier des génocides d'ailleurs. On en a qu'après quelques terroristes, mais c'est des populations civiles entières qui y passent. Et surtout la crainte qu'il y aurait en fait assez d'extrémistes capables de renverser les institutions, ça aussi c'est de la pure science-fiction. Il y a plus de chances en fait que les idéologies antilibérales et fascistes proviennent des citoyens que des immigrés. Trump, Macron, Meloni, Saïd, ces gens en fait qui violent tous les acquis sociaux et les libertés individuelles les unes après les autres et qui en fait singent en fait les personnalités les plus autoritaires dans l'histoire en signant des mesures qui détruisent les patrimoines, que ce soit naturels ou culturels, partout dans le monde, y compris chez eux. Eux, c'est pas des immigrés, ces gars-là. Et pour l'argument 3,
On va le voir tout de suite en fait avec un autre philosophe, par Kim Lika, qui a donné un argument similaire. Donc là, vous avez en fait des philosophes comme Michael Walzer, qui se disent social-démocrates, qui défendent une position communautarienne, c'est-à-dire en fait qu'ils jugent qu'une politique extrêmement restrictive en matière d'immigration internationale est légitime si elle vise à protéger le style de vie, les valeurs et la culture d'une communauté nationale. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il avance en fait dans son fameux sphère de la justice, qu'on a déjà critiqué. Hein. Le problème de cette position, c'est aussi son double standard vis-à-vis de l'immigration interne. Si on compare en fait l'interne avec l'externe en utilisant l'argument communautarien, on arrive à un traitement asymétrique des deux. Walzer, en fait, ne veut pas interdire à des Alsaciens d'aller en masse s'installer à Bordeaux. Et pourtant, son argument devrait justifier cette interdiction, puisque des migrations internes, même d'un arrondissement à un autre, peuvent menacer les cultures régionales ou la vie du quartier. C'est la critique que soulève Carens, justement, contre lui. Walzer, en fait, défend l'idée qu'un État est libre ou non en fait d'accueillir qui il veut. Il peut en fait accueillir, tout comme il peut refuser l'accès selon les circonstances. Ces circonstances sont liées au sentiment d'appartenance à une communauté. Cette appartenance se fait sur le plan culturel. J'appartiens à la communauté tunisienne parce qu'on a une culture commune. Comme pour Walzer, c'est l'appartenance à la communauté qui fait la justice. Lorsque la culture qui fait l'unité de mon appartenance à la communauté est en danger, j'ai le droit de me défendre et d'arrêter le danger. L'affirmation essentielle de Walzer, c'est que l'exclusion est justifiée par le droit des communautés à l'autodétermination. Il fait une analogie entre l'état ouvert avec notre en fait, expérience du quartier ou du voisinage comme une forme d'association ouverte ou un club. Les clubs peuvent généralement accepter ou exclure qui bon leur semble. Il en ira de même pour les États. Or, ces analogies ne fonctionnent pas selon Carens. Prenons en fait l'exemple des villes. Des villes, des provinces ou des États fédéraux au sens américain. Ce sont des communautés politiques qui nous sont en fait familières et dont les frontières sont ouvertes. Mais elles possèdent souvent des cultures et des modes de vie distincts. Les différences qu'il y a entre New York et une ville comme le White Cross en Georgie ou entre la Californie et le Kansas sont souvent bien plus grandes que celles qui existent entre différents États-nations. Une ville comme Seattle a bien plus de points communs avec celle de Vancouver qu'avec de nombreuses communautés politiques américaines. Si on suit l'argument de Walzer, un mec de Seattle devrait pouvoir traverser tranquillement le Canada pour se rendre à Vancouver, mais ne pourrait pas aller au Kansas parce que y a des différences culturelles. Ceci est bien évidemment absurde. Les villes, les provinces et les États fédérés américains ne peuvent pas restreindre l'immigration provenant d'autres parties du pays, sous prétexte que les cultures sont différentes ou au nom en fait de la libre association. Un truc important, c'est que la libre association ne se fait que dans la sphère privée. Un club peut refuser de s'associer à d'autres personnes et ne pas les accepter, mais là, il s'agirait d'un club privé. Or, si on veut que l'analogie fonctionne, l'immigration ne doit pas concerner des clubs privés, mais des clubs publics, qui ne peuvent pas interdire à quelqu'un l'accès au club, justement. Même pendant les moments de crise, comme pendant la Grande Dépression, les habitants de l'Oregon, qui ne voulaient pas en fait laisser entrer les pauvres Californiens, tandis que la Californie essaye d'empêcher en fait l'afflux des pauvres de l'Oklahoma, c'était impossible. À l'intérieur du pays, même pendant des crises économiques, tu ne peux pas interdire à quelqu'un de circuler d'un État fédéré à un autre ou d'une ville à une autre. Comme on a dit tout à l'heure, le droit à la circulation et au mouvement prime. Donc si Walzer veut justifier le fait d'expulser des étrangers parce qu'ils présentent des dangers culturels, c'est raté. Pourquoi en fait les dangers culturels ne sont limités qu'aux cultures nationales et pas les cultures régionales et les villes de quartier? Et pour le coup, Walzer en fait suppose qu'à l'intérieur d'un territoire contrôlé par un État, il existe une culture homogène et que toute menace et perturbation de cette culture ne peut provenir que d'au-delà des frontières nationales. Ça, c'est une position clairement intenable pour Walzer, mais bon, Walzer, c'est pas un philosophe que j'apprécie beaucoup parce que je trouve qu'il a toujours des positions paradoxales et depuis en fait ses positions pro-sionistes depuis le 7 octobre, mais bon, Walzer c'est un sioniste, c'est le gars qui avait inventé le concept de la guerre préventive, donc voilà, c'est une merde, Walzer.
ces positions en fait montrent vraiment l'hypocrisie intellectuelle du gars, hein, parce que pour quelqu'un en fait qui prône des politiques d'immigration qui peuvent être très strictes pour la protection des cultures nationales ou locales, tu ne l'entends pas en fait défendre la culture palestinienne, hein. Tu l'entends pas en fait condamner les vagues d'immigration juive qui pour le coup ils ont détruit la culture et l'histoire de la Palestine. Là non, la Palestine en fait n'était pas en droit de refuser les milliers de juifs que les sionistes faisaient entrer illégalement en Palestine sous prétexte que c'était pour fuir l'oppression nazie. Là, tout d'un coup, en fait, les Palestiniens n'avaient pas eu, eux, le droit fondamental de s'autodéterminer et de refuser les Juifs. Quitte à prôner, en fait, des mesures extrêmes pour protéger les cultures locales, refuser l'entrée des Juifs en Palestine, peu importe à quelle époque, normalement, ça devrait être légitime. Le gars, en fait, a même en fait, des parties, en fait, du livre où il parle des kibbutz. Dans le truc des sphères de justice, il y a des parties où il parle des kibbutz comme modèle de vie de communauté politique et morale, du droit à un État de façonner en fait sa population comme il veut. Donc voilà, c'était un sioniste depuis le début de sa carrière, depuis son torchon, Just and Unjust War, un sioniste qui vient te dire en fait c'est quoi une guerre juste et une guerre injuste. Voilà, c'est un peu la blague quoi. Un truc qui m'a fait marrer d'ailleurs quand j'ai lu son livre, c'est quand il parlait de la guerre de 6 jours. Genre il disait ouais en fait l'Égypte a cru qu'elle pouvait attaquer Israël parce qu'elle ne reconnaît pas l'État d'Israël, alors que un État est un État peu importe les circonstances dans lesquelles il est devenu un État. Lol. Et il va même jusqu'à dire que c'est à cause de cette logique de l'Égypte qu'Israël pouvait attaquer en premier. Hein, c'est ça en fait le truc de la guerre préventive. Voilà, parce qu'Israël a le droit de se défendre, machin chose. Donc bref, voilà, Walzer c'est un connard. C'est un connard, je l'aime pas. Sinon, vous avez aussi des communautariens qui sont pour le contrôle de l'immigration internationale, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons que Walzer. Hein. Walzer, lui, il justifie ça en disant qu'il faut sauvegarder le style de vie, les valeurs, la culture d'une communauté nationale, alors que ces autres penseurs disent que c'est pour protéger les possibilités de justice sociale. Pour eux, en fait, la justice sociale ne peut se faire qu'à l'intérieur d'un État envers ses propres citoyens. Si vous quittez votre territoire pour aller en fait dans un État où vous n'êtes pas citoyen, où vous êtes étranger, il sera plus compliqué d'assurer pour vous et votre communauté d'étrangers une protection contre les injustices sociales, parce que c'est à votre État en fait de s'en occuper. Ce n'est pas en fait un autre État qui ne vous reconnaît pas comme citoyen. Donc, justice sociale, pour le moment du moins, ne peut être garantie que dans les limites d'un certain État et entre ses membres. Donc il faut limiter l'immigration dans l'intérêt des immigrés aussi. Mais ceci ne tient pas, selon Carens. Si on suit la logique déjà de Walzer avec l'autodétermination, alors le pays d'origine des immigrés peut décider de faire des citoyens de seconde zone qui ne devront pas rester et donc chercheront à aller ailleurs. Or, si les pays d'accueil refusent de les accueillir, alors ils devraient faire pression sur l'État d'origine pour qu'il ne les considère plus citoyens de seconde zone, et ceci irait contre le principe d'autodétermination, et ça a des implications coloniales à éviter. Si le pays d'accueil veut se prétendre libéral, il ne peut pas en fait fermer ses frontières, à moins de dire c'est pas à moi en fait de leur donner la justice sociale. Si leur pays ne les prend pas en charge et décide de devenir libéral aussi, ils crèveront dans le désert ou dans la mer, et donc c'est pas mon problème. Mais pour le coup, ce n'est plus très libéral comme approche. D'autres approches de gauche, c'est les philosophies rawlsiennes et utilitaristes. Dans son article, Carens montre aussi que les philosophies libertariennes, rawlsiennes et utilitaristes ne légitiment pas une fermeture des frontières, mais qu'elles justifient une ouverture plutôt. L'article est surtout concentré sur Rawls et comment, en fait, en partant d'une conception de justice rawliste, on défend en fait une ouverture des frontières, et pareil pour l'utilitarisme. L'utilitariste, pour aller vite, c'est la maximisation de l'utilité. Ceux qui veulent restreindre l'immigration par utilitarisme doivent dire que c'est plus utile de faire les choses ainsi, mais que signifie utile ici? Si une immigration risque de nuire aux intérêts économiques des citoyens, est-ce que la limiter est une maximisation de l'utilité? Non, parce que l'utilité ne concerne pas les intérêts de seulement en fait les citoyens, mais de tout le monde. Un argument utilitariste doit prouver que les pertes pour les citoyens est plus lourd que les gains de tout le monde, y compris les étrangers.
Si nous nous concentrons uniquement sur les conséquences économiques, la meilleure politique d'immigration dans une perspective utilitariste est celle de maximiser les gains économiques dans leur ensemble. Les citoyens actuels ne jouissent dans ce calcul d'aucune position privilégiée. Les gains et les pertes des étrangers comptent tout autant. Et comme ajoute Carens, ce qui est indispensable à la maximisation des gains économiques dans leur ensemble, c'est la circulation du travail et du capital. Or, la libre mobilité du travail requiert l'ouverture des frontières. Pareil aussi si on prend l'utile par ce qui est culturellement utile. L'utilitarisme, comme il ne justifie pas la primauté des intérêts économiques des citoyens sur celle des étrangers, il ne justifie pas la primauté de la culture de l'un sur celle de l'autre. Et ainsi, quelle que soit la méthode de calcul retenue, intérêt économique ou intérêt culturel, les préoccupations des étrangers doivent également être prises en considération. Et quand elles le sont, on ne voit pas pourquoi limiter l'immigration. Concernant Rawls, comme il passe plutôt beaucoup de temps, Carens passe beaucoup de temps dessus, je vais aller en fait directement droit au but. Et en fait, certains vont utiliser la philosophie de Rawls pour fermer les frontières. Ils vont dire si c'est pour protéger l'ordre public, les institutions démocratiques, ou si ça permet de protéger les plus défavorisés, si les vagues migratoires en fait mettent en danger cet ordre public, les institutions les plus vulnérables de la société, on peut fermer les frontières, mais temporairement uniquement, comme lorsqu'il y a une pandémie par exemple. Ici en fait on appliquerait une théorie de la justice non libérale, c'est-à-dire qu'elle doit tenir compte des circonstances que la réalité nous impose. Une pandémie nous impose des circonstances où on doit limiter la circulation des individus, mais seulement temporairement. Cependant, selon Carens, les théories non libérales ne justifient aucune des mesures actuelles prises par les gouvernements. Elles peuvent justifier des restrictions, mais uniquement en raison d'impératifs d'ordre public strictement définis et justifiés par des preuves empiriques. Ces deux conditions, donc bien définir et justifier en fait par des preuves empiriques les impératifs en fait d'ordre public, etc. Ces deux conditions ne figurent jamais dans les discours des politiques cherchant à limiter l'immigration. Voilà. Concernant la droite maintenant, vous trouvez des gens qui sont pour la libre circulation, notamment chez les libertariens. Pour eux, en fait, les gens peuvent circuler entre les nations de la même manière qu'ils circulent à l'intérieur de ces nations. Donc, ils respectent une symétrie entre immigration interne et externe. Pour un libertarien, l'État ne peut pas en fait interdire à une université de faire venir des professeurs étrangers si elle le souhaite, ou qu'une personne privée héberge en permanence des amis étrangers si elle le souhaite aussi. Et elle n'a pas en fait à obliger cette personne de déclarer ses amis. Toute action et intervention de l'État dans ce domaine est complètement illégitime. Ici, on a par exemple les solutions de Nozick. Certains peuvent partir de l'idée de propriété pour justifier en fait la fermeture des frontières. C'est notre pays, on a le droit d'accueillir qui en veut, mais on a vu en fait cette version dans l'analogie du club. Nozick, lui, il parlait de la propriété individuelle et privée. Il ne parle pas de propriété collective ou nationale, et le rôle de l'État selon Nozick, c'est seulement de protéger les individus des violences physiques et la violation des droits dont ils jouissaient à l'état de nature, et tout simplement. Voilà, et rien d'autre. C'est un état minimal. Alors, Nozick n'a pas parlé de l'immigration, mais des passages en fait, dans ses écrits suggèrent qu'il est contre l'utilisation de l'État pour la limiter, et ce parce que pour lui, le citoyen, il ne peut rien revendiquer en tant que citoyen. La citoyenneté n'engendre aucune revendication propre. Un citoyen ne peut pas faire de revendications qu'un non-citoyen ne pourrait pas faire, quoi. Donc l'État est contraint de protéger de la même façon les droits des citoyens et des non-citoyens. Les individus ont le droit de prendre part en fait à des échanges volontaires avec d'autres individus. C'est en tant qu'individu en fait et non pas en tant que citoyen qu'ils possèdent ce droit. Donc l'État n'est pas habilité à contrarier de tels échanges tant qu'il ne viole pas les droits d'une autre personne. Si un agriculteur veut faire venir des Mexicains pour travailler sur son champ, il le peut. Et l'État n'a pas à le savoir ou demander des passeports ou des papiers précis aux Mexicains. En gros, empêcher en fait l'entrée des Mexicains constituerait une violation du droit tant de l'agriculteur que des travailleurs mexicains de prendre part en fait à des transactions volontaires. Alors oui,
Ça dit que si un immigré pauvre arrive en France et qu'un autre type l'exploite, tant que le pauvre accepte, l'État n'a rien à faire. Donc il n'y a pas vraiment de justice sociale chez le libertarien. Certains peuvent dire que ça désavantage en fait le travailleur mexicain. Mais premièrement, en fait, le Mexicain, et d'ailleurs les Américains aussi qui se retrouvent dans ces positions, déjà les Américains, ils acceptent les règles de compétition, donc ils assument, et en plus, il n'y a pas de responsabilité spéciale envers le citoyen et pas envers le non-citoyen. Demander qu'on t'embauche toi parce que tu es juste citoyen, c'est une revendication que la citoyenneté ne te confère pas en fait. Du coup, même si un mode nausicéen autorise les propriétaires riches de simplement refuser de faire travailler ou de loger les étrangers pauvres, il n'y a rien en fait qui garantit aux citoyens que le riche lui donnera du travail ou le logera également. Ici donc, en fait, il n'y a pas de raison de fermer les frontières. Sinon, en fait, vous pouvez aussi, comme les libertariens, soit être de droite et défendre la libre circulation et dénoncer la répression de l'immigration internationale, comme le fait Augien, non pas parce que vous considérez que l'État n'a pas à intervenir, n'a aucun en fait droit à contrôler l'entrée et le séjour des étrangers, mais parce que l'immigration est tout simplement un droit fondamental. Voilà. Il existe tout simplement des droits à l'immigration et des devoirs d'accueil de l'immigration qu'il faut respecter et que l'État doit prendre en charge. Il n'y a rien qui empêche une personne de droite de faire ce raisonnement. Bon, même s'il ne va pas jusqu'au bout, en fait, comme Augien, il va seulement se limiter à des droits abstraits, parce que Augien, lui, par contre, d'ailleurs c'est ça, en fait, qui fait qu'Augien est de gauche, c'est qu'il inclut une justice sociale très égalitaire dans son approche, sur le plan économique et social, quoi. C'est pas juste, en fait, des droits qu'il faut, mais aussi, il faut le respect de ces droits, et c'est ça, en fait, la justice sociale. Il faut aussi les conditions pour pouvoir exercer ces droits. Donc défendre les droits fondamentaux n'est pas forcément une caractéristique essentielle de la gauche uniquement, puisqu'on a vu que même à gauche, les droits fondamentaux ne sont pas toujours respectés. Mais voilà, tout ça pour dire que le spectre politique et moral de la question de l'immigration, il est très vaste et il est très complexe, et vous y trouverez facilement une variété de positions politiques dans le sens des mesures qu'on peut prendre vis-à-vis de l'immigration. À droite comme à gauche, vous avez une variété de mesures concernant en fait l'immigration, et comme on a vu, vous pouvez en trouver qui sont pour et d'autres qui sont contre dans les deux camps, avec plein de positions intermédiaires. Et quand on dit morale, c'est dans le sens des justifications pour ces mesures. Vous avez ici des variétés de positions morales, donc il n'y a pas de morale homogène à droite ou à gauche. Un penseur en fait de gauche peut tout autant donner une justification morale pour la libre circulation comme pour le contrôle strict de l'immigration, et pareil à droite. Vous trouverez des justifications morales pour les deux. Donc il serait moins correct de parler d'une politique et d'une morale de gauche ou de droite que de parler des implications politiques et morales de l'adoption de soit un point de vue libéral ou un point de vue communautarien. En d'autres termes, en fait, ce que Augien veut éviter avec cette partie du chapitre, c'est qu'on va chercher où classer la mesure ou la justification. Dans quel bord politique ça se trouve, de quel bord politique ça vient, parce que c'est pas très pertinent. On ne critique pas en fait une idée ou une mesure politique simplement parce qu'elle est venue de droite ou de gauche, on la critique pour ses implications surtout. On prend une position politique ou morale et on dit « Ok, si c'est ça ta position, voyons ce qu'elle implique ». Dans le débat politique, selon Augien, à chaque fois que la question de l'immigration est posée, personne ne parle des implications des propositions proposées. Ça tourne souvent en débat de sourds et la réflexion en fait s'aplatit, comme il dit, devant des passions. Ça s'engueule en fait, ça veut en fait casser l'autre dans... ça veut caser l'autre dans genre ouais c'est un bobo gauchiste, c'est du droit tardé, du coup j'écoute pas, et personne ne comprend ce qui ne va pas dans leur position. Alors, si les débatteurs s'en foutent, et qu'ils sont là juste en fait pour gagner le débat, au moins les spectateurs, eux, comprennent les implications de chaque position. Lorsque vous avez en fait des libéraux qui sont contre les interventions de l'État, s'il n'y a pas eu de tort causé à qui que ce soit, mais qu'ils switchent leur position lorsqu'il s'agit de la libre circulation internationale, là il y a un problème. Si tu acceptes la position libérale qui est tant qu'on n'a pas causé de tort à autrui, l'État n'a pas à intervenir, l'implication va être d'accepter la libre circulation, puisqu'on a vu, ça ne cause pas de tort non plus. Ne pas aller voir les implications des positions conduit à de la confusion, ou alors, en fait, tu négliges des éléments qu'on ne peut pas négliger. Augien donne l'exemple
d'exemples d'intellectuels qui vont baser leur politique de l'immigration purement en des termes économiques et négliger la question des droits. Si tu poses ton truc que sur des termes économiques, c'est-à-dire en fait tu es pour l'immigration si ces bénéfices économiques sont manifestes et contre s'ils ne le sont pas. Cette position en fait implique que tu as vraiment intérêt à ne pas te tromper dans tes calculs. Négliger la question du droit et du droit de la libre circulation, c'est que tu sous-entends que le fait que c'est un droit n'a pas de valeur comparée aux bénéfices économiques que ça peut engendrer. Donc là, si vous passez en second les droits des gens pour des bénéfices économiques, bah vous avez déjà intérêt à ne pas vous tromper dans vos calculs. Sauf que c'est que les coûts et les bénéfices économiques de l'immigration, à court et à long terme, sont très difficiles à évaluer et on ne devrait pas en fait prendre ces calculs sans aucune méfiance ou réticence. On peut facilement justifier cette réticence lorsqu'on voit les erreurs que ces calculs ont présentées par le passé et qui continuent de présenter. Souvent dans les calculs pour te dire que l'immigration, il faut la limiter parce que ça entraînerait des coûts insupportables pour l'économie, on trouve tout le temps que c'est des erreurs en fait. On peut mentionner toutes les idées fausses sur le coût soi-disant insupportable que représenteraient les immigrés pour les services de santé. L'arrivée des immigrés coûterait des milliards d'euros à la Sécu, qui est payée par l'argent du contribuable. Du coup, des travailleurs paieraient pour des allocations étrangères pour des allocations d'étrangers qui, eux, ne paient rien. En d'autres termes, les immigrés nous coûtent de l'argent. C'est nous qui payons pour leur électricité, leur bouffe, leur loyer, et donc ils sont la cause en fait des déficits dans les dépenses publiques. Or, c'est pas du tout le cas. Comme dans la note 16, Augien mentionne une étude de 2009 menée par l'Université de Lille sous la direction de Xavier Chojnicki, pas sûr de la prononciation, et c'est une étude pour le compte du ministère des Affaires sociales. Et selon cette étude, les immigrés reçoivent de l'État 47,9 milliards d'euros et, tenez-vous bien, reversent 60,3 milliards, soit un solde positif de 12,4 milliards d'euros. Il est donc faux de dire que les immigrés coûtent plus qu'ils ne rapportent au compte de la sécurité sociale. L'explication de ce phénomène est donnée par Errand, d'ailleurs, dans son interview. Il dit que c'est par rapport à l'âge des bénéficiaires. Les étrangers bénéficiaires des allocations chômage familial, du RMI et des aides au logement, bien qu'ils bénéficient plus de ces allocations que les Français, ils consomment le moins les aides liées à la santé et la vieillesse. Or, c'est précisément les secteurs de santé et de vieillesse qui coûtent le plus à l'État. Et ceux-là, les bénéficiaires sont rarement les étrangers. Parce que les étrangers sont en moyenne plus jeunes, ils ont une espérance de vie moins élevée parce que le niveau de leur pension de retraite est plus faible. Du coup, en comparant ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils versent, ils versent plus que ce qu'ils reçoivent. Du coup, non, c'est pas des parasites qui se la coulent douce et qui profitent du contribuable. Loin de là, ils contribuent tous aux recettes publiques, beaucoup plus aux recettes qu'aux dépenses. Donc les immigrés contribuent à financer la Sécu en payant des impôts et des cotisations sociales, qu'ils soient en situation régulière ou sans papier. Ils travaillent et payent des cotisations sociales, la TVA et même pour un certain nombre des impôts. Et en plus, l'étude de Lille affirme qu'ils rapporteraient encore plus s'ils étaient déclarés et payés normalement. La hausse des impôts pourrait permettre en fait d'investir, de créer en fait des emplois, par ailleurs gagnant plus, ils pourraient consommer un peu plus à la mesure de leurs besoins et ça contribuerait aussi à la création d'autres emplois. Mais il ne faut pas non plus en fait prendre ça comme un argument en faveur de la libre circulation. Pour Augien, il ne suffit pas en fait de montrer les bénéfices qu'on peut tirer de quelque chose pour la permettre, mais seulement si elle ne cause pas de tort à qui que ce soit. En d'autres termes, on n'a pas à prouver en fait que la libre circulation va nous permettre, va nous apporter des bénéfices pour l'autoriser en fait. On a des bénéfices économiques. On n'a pas à demander à quelqu'un d'avoir en fait d'apporter un plus. On n'a pas à demander au pays de nous envoyer que les meilleurs éléments ou que des génies très qualifiés. On ne demande rien à part ne pas nuire et c'est tout. Donc pareil, lorsqu'on présente des calculs pour montrer les bénéfices économiques de l'immigration, dans les deux cas, on ne peut pas s'y fier. Donc justifier les mesures politiques concernant l'immigration uniquement sur son impact sur l'économie, c'est très foireux et pas fiable du tout. D'ailleurs, Augien dit que c'est pour ça
qu'il se garde d'employer des arguments économiques pour justifier la libre circulation internationale des personnes. Et il n'emploie pas d'arguments démographiques non plus. Ça aussi, c'est des arguments qu'on balance jusqu'à aujourd'hui. Et que ce soit en fait pour justifier la libre circulation ou la limiter, certains peuvent justifier l'immigration face à un vieillissement de la population. Les Français ne font plus de bébés, alors s'ils veulent jouer en fait les pandas en captivité, il faut encourager l'immigration pour faire des gosses. D'autres peuvent dire que le vieillissement est une raison pour limiter l'immigration en disant qu'ils préfèrent un effondrement culturel et économique plutôt que les démographies changent par l'immigration. Mieux vaut ça qu'un grand remplacement. Bref, comme dit Augien, je crois qu'il vaut mieux éviter d'essayer d'appuyer une position de principe en faveur de la libre circulation internationale des personnes sur des arguments purement démographiques. Les résultats risquent d'être aussi ambigus que lorsqu'on fait appel à des arguments purement économiques. Donc ça aussi, Héron en parle, les arguments démographiques ne sont pas du tout en fait pertinents parce que ça conduit à des ambiguïtés et des confusions dangereuses puisqu'il s'agit de prendre des mesures qui impactent la vie des gens. L'interview de Héron s'intitule « Aucun critère objectif ne définit le seuil de trop d'étrangers et c'est parce que c'est vrai. Quand vous voulez faire un argument démographique, que ce soit pour ou contre l'immigration, vous devez vous confronter à ce seuil. Si vous voulez être contre, vous allez dire qu'il y a un seuil à ne pas dépasser. Si on le dépasse, on aura trop d'étrangers. Et c'est pas bien pour une certaine raison. Et quand vous êtes pour, vous devez dire qu'on n'a pas atteint le seuil. Mais il est impossible de fixer un chiffre qui va t'indiquer « Ok, là, c'est trop d'étrangers ». L'interview d'Héron, c'est d'ailleurs une réponse aux propos de Sarko qui a dit qu'il y a trop d'étrangers sur le territoire dans un contexte islamophobe, bien sûr. C'était pour inciter à limiter l'immigration. Alors, comme disent Augien et Héron, l'idée qu'il pourrait y avoir un seuil de trop d'étrangers est dépourvue de fondement selon les meilleurs spécialistes. Les variations de proportion d'immigrés, en incluant ceux qui sont naturalisés, sont énormes d'un pays à l'autre et sans rapport avec certaines affirmations des plus conservateurs sur les menaces à l'égard de l'identité nationale. Donc effectivement, qu'est-ce qui permet de dire qu'une quantité d'immigrés est considérée comme trop ? C'est qui en fait qui détermine ce seuil? Selon quoi? Quand on compare en fait les proportions des populations entre pays, on trouve des pays qui ont plus en fait d'étrangers chez eux qu'en France. Est-ce que ces pays ont aussi trop d'immigrés? Selon les chiffres d'Héron, la population de la France compte environ 5% d'étrangers. En Allemagne, c'est 9%. En Espagne, 12 000. Au Luxembourg, 43%. Il est où le trop? Le trop peu, le juste ce qu'il faut. Ils sont où tout ça? Et concernant ceux qui sont naturalisés, leur part en France avoisine 9% contre 13% en Allemagne, 14% en Espagne, et aux États-Unis, et en Suisse, c'est 23%. Pourtant, selon Héron, toujours, la plupart des pays sont convaincus de recevoir plus de migrants que les pays voisins, ce qui est évidemment impossible. Donc la France s'imagine recevoir plus d'immigrés que l'Espagne ou l'Allemagne, alors qu'elle est en fait l'un des pays d'Europe qui reçoit le moins. On est donc très loin des scénarios du grand remplacement ou de bouleversement démographique. Même culturel ou religieux, avec la panique de l'islamisation de la France ou de l'Espagne, c'est des mythos. Surtout en fait si tu compares avec les autres pays qui ont une minorité musulmane. Héron mentionne l'étude effectuée par un think tank en 2006, le Pew Center. Alors l'islamisation de la France, c'est en fait une peur que la France va devenir un califat, qu'il y aurait en fait des terroristes partout, alors que 2/3 des musulmans en France sont eux-mêmes inquiets de l'extrémisme islamique et le dénoncent. Même s'il y a en fait une minorité parmi les musulmans de France, 16%, qui approuvent en fait des attentats suicides pour riposter aux atteintes à l'islam, il reste qu'une très faible minorité. Mais quand tu compares avec le reste du pays en France, c'est là où les musulmans sont le plus intégrés. 50% des musulmans britanniques ressentent un conflit naturel entre le fait de pratiquer l'islam et le fait de vivre dans une société moderne, alors que 72% des Français musulmans perçoivent le contraire. C'est d'ailleurs en France, en 2005 en tout cas, que les musulmans ont l'opinion la plus favorable des juifs, autant que les Américains, 71% des musulmans, alors qu'en Allemagne, 38%, en Bretagne 32%, d'Espagne 28%, sans parler des pays musulmans.
Dernièrement, en fait, c'est aussi en France que les musulmans se définissent d'abord par leur nationalité que par leur religion, plus que dans d'autres pays. 81% des musulmans britanniques choisissent la religion contre 46% des Français, qui choisissent à 42% la nationalité avant. Alors, on peut dire, c'est peu, 46%, 83% des Français non musulmans s'identifient d'abord par leur nationalité, mais c'est proche des Américains. 48% se définissent d'abord comme Américains, 42% comme chrétiens. Il ne me semble pas qu'on reproche aux Américains de s'identifier d'abord en tant que chrétiens, et il ne me semble pas non plus qu'on reproche aux Français qui veulent s'identifier par leur chrétienté d'abord, ou par leur judaïsme d'être anti-républicains ou anti-français. Même si certains peuvent dénoncer ça comme une espèce de repli communautaire, Héran précise que ce qui cause le repli communautaire, c'est d'être stigmatisé en tant que tel. C'est-à-dire, en fait, le musulman arrive, il n'est pas du tout communautariste, mais toute la France l'accuse de l'être, et du coup, il devient communautariste. Alors, il faut préciser qu'Augien ne croit pas, en fait, qu'une retraite de l'État concernant le contrôle de l'immigration aboutirait à une politique plus ouverte et plus respectueuse des droits fondamentaux des personnes. Le but de tout ça, c'est surtout de garantir le respect de ces droits. S'il est vrai que jusqu'ici l'État les gère très très mal, il n'est pas sûr que son retrait va systématiquement améliorer le sort des immigrés. Augien pointe il dit qu'en fait que laisser cette affaire entre les mains de personnes particulières, aux associations locales, au patronat, aux syndicats ou aux communes, ne garantit pas de meilleurs résultats, surtout au patronat. Des mesures politiques xénophobes et racistes peuvent tout autant émerger de ces acteurs, et peut-être elles seraient pires. C'est d'ailleurs une faiblesse dans la théorie de Nozick, et il le sait très bien. Retirer l'État de la question de l'immigration et la laisser entre les mains d'entités privées peut tout aussi justifier l'expression sans complexe de refuser d'accueillir des étrangers à cause de leur couleur de peau ou de leur sexualité ou de leur culture. En fait, l'idée qu'Augien défend ici, c'est surtout que ce n'est pas à l'État seul de décider du contrôle de l'immigration. L'État n'est pas le seul agent qui est suffisamment sage et attentif au bien commun pour décider de ce qui peut venir résider et travailler dans un certain pays. S'il écoutait en fait les experts et qu'il arrête de chercher à flatter un électorat et travailler pour les intérêts des classes dominantes, alors il consacrerait plus de ses ressources à l'accueil et à l'intégration et moins à la traque systématique des indésirables. Et par la même occasion, il y aurait peut-être moins de raisons de contester ces interventions. Bon, pour ma part, je ne pense pas que l'État serait en mesure de faire ça à cause de sa nature. Un État ne va jamais écouter le bon sens et va toujours chercher à flatter un électorat et consolider son pouvoir. Il est et il a toujours été et il le sera toujours allié des classes dominantes. Mais bon, ça c'est mon côté anarchiste qui parle. Donc certes, Augien y est très sympathique à ce côté anarchiste, mais il ne semble pas y adhérer complètement. Et en tout cas, l'idée principale d'Augien, c'est qu'il n'y a aucune justification morale à la limitation de l'immigration et qu'il faut une politique d'ouverture totale des frontières. Et pour moi aussi, ceci n'est pas réaliste, tant qu'un État existe, mais bon, ça c'est mon côté anarchiste. Mais si on a un État minimaliste dans le sens d'Augien, pas dans le sens de Nozick, alors peut-être qu'un État ne serait pas en contradiction avec les idéaux anarchistes, égalitaires et libertaires. Voilà en fait pour ce chapitre sur la liberté d'immigrer. Donc voilà, on va s'arrêter ici. La semaine prochaine, on va voir une autre liberté qui est opprimée par la pensée conservatrice et qui est la répression du travail sexuel. Donc voilà, le soleil se couche, donc j'espère que niveau lumière et tout ça, ça va, parce que bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, abonnez-vous, le commentaire, la cloche, et je vous dis à la semaine prochaine pour parler